Qui contrôle les récits, contrôle l'avenir. Bienvenue dans Fadi Live, le podcast qui décrypte comment l'IA, l'influence, la géopolitique numérique et les médias redéfinissent le leadership et les rapports de force. Je suis Fadila Brahimi, j'accompagne les dirigeants et les organisations pour reprendre le contrôle de leur influence, anticiper les impacts de l'IA et construire un leadership fort, solide, face aux nouveaux enjeux numériques. Dans Fadi Live, nous explorons les transformations du pouvoir à l'ère des IA génératives, des algorithmes et de la guerre des récits. Experts, décideurs et citoyens confrontent leurs visions en direct. Et vous, quel rôle jouez-vous dans ce nouveau monde ? Abonnez-vous pour ne manquer aucun débat et rejoignez-nous en live pour partager votre vision. Alors ce soir, pour animer le débat, je ne suis pas toute seule. Je suis venue aussi accompagnée par des membres du réseau Réenchanté, qui est un réseau d'experts, de pionniers, avec qui j'ai coécrit un ouvrage, 7 pistes notamment pour réenchanter Internet. Alors ce sont des pionniers boomers, mais tout à fait frais, hyper connectés, même si Nikao a mis du temps à venir, et toujours plein d'espoir et d'espérance. Ah, la technologie, oh mon Dieu. Et alors, vous pouvez acheter le bouquin en toute liberté parce qu'on ne touche pas une thune. C'est la Fondation Abbé Pierre pour, on va dire, la littératie digitale qui prend le pognon. Donc, c'est une œuvre caritative. Allez-y, franchement. Ouh là là, que c'est sympa. C'était la petite... C'est dommage, il faut que je télécharge la petite séquence pub. Bon alors, avec moi, je vais présenter déjà ceux qui sont avec moi. Comme ça, je prendrai le temps de présenter en fait nos invités. Donc, Nikao, je reprends ta bio. Twitter, dealer d'opinion, chroniqueur de dérisoire, changeur d'humeur, goûteur d'idées, champion du monde du crochet. Et moi, je t'ajoute autre chose, le sniper en chef. Alors, c'est marrant parce que quand j'ai créé mon compte Twitter, j'ai parlé de dealer d'opinion. Tout à l'heure, on parlera d'influenceurs, ce qui se rapproche de leader d'opinion. Mm-hmm. Mais je laisse le suspense. Oh là là. Avec nous aussi, Farid Arabe. Bonsoir, Farid. Bonsoir tout le monde. Alors, qui est un entrepreneur, speaker. Il est fondateur de la Founder Family. On pourrait faire tout un space sur la Founder Family parce que tu as créé énormément d'écosystèmes d'innovation, aussi bien dans la francophonie, mais pas simplement dans la francophonie. Un petit peu partout dans le monde. Non, parce que le dernier pays, tu vois, avec Chris, on était en Angola. Donc on est même passé du côté lusophone. Voilà. Et tu es aussi fondateur de FootFan. Donc j'imagine qu'hier, tu étais devant le match. Et c'est là qu'il me dit non. Bien sûr, devant tous les matchs. Donc FootFan, c'est une application, évidemment, comme le nom l'indique, pour les fans de foot. Pas. Allez, Grégory. Bonsoir, Grégory Maubon. Bonsoir. Hello. Alors, bonsoir, c'est notre docteur de service, PhD, s'il vous plaît. Coordinateur numérique chez HCS Pharma. Il est consultant indépendant en réalité augmentée. Et alors, tu es part chief Metaverse Officer. Et donc, it's a joke même. Donc, Oui, je pense que là, c'était vraiment une rigolade, mais j'en vois tellement passer. Alors, je suis docteur, mais je ne peux pas vous soigner, malheureusement. Donc, si vous avez un problème, sauf dans le Metaverse, demandez plus. Tu es un gamer. Ah, je peux vous soigner dans ce cas-là, mais pour tous les autres problèmes, demandez à Nikao. Il aura des solutions beaucoup plus fun que les miennes, je pense. Non, mais si on joue dans un MMORPG, tu joues soigneur, on est d'accord. Alors, ou assassin, ça dépend. Bon, ça met le ton. Je vais présenter un peu nos invités, mais un petit peu avant, je vais faire une petite séquence, un peu la séquence Laurent Ruquier sort de ce corps. Non, alors en fait, ce soir, nous n'allons pas accueillir Elon Musk. Bah ouais, parce que il était là à Vivatech, il était sur le plateau de France 2 face à Anne-Sophie Lapix, mais il a toujours pas répondu à mes tweets. Et je comprends pas pourquoi. Parce que moi, j'ai plein de questions à lui poser, notamment parce qu'il prétend faire de Twitter la plateforme la moins mensongère.
C'est un peu le monde un peu féerique et des bisounours. Sauf que là, en ce moment, Thierry Breton a demandé en fait à toutes les plateformes là, d'ici le mois de septembre de faire un audit blanc, notamment pour se mettre un petit peu d'équerre sur la partie modération des fake news, mais aussi sur le fait que tout simplement aujourd'hui, il y a des enfants qui accèdent en fait aussi à des contenus pornographiques. Donc il n'y a pas que ça, mais tout ce qui concerne en fait, au fait la régulation et la modération. Alors ce soir, on n'accueille pas non plus Thierry Breton, qui est commissaire européen, ni Jean-Noël Barrot. Vous voyez que je m'amuse, hein. Quel ministre délégué chargé de la transition numérique et des télécoms. Mais là aussi, on a plein de questions, parce qu'en ce moment, il y a aussi un projet de loi qui porte sur la régulation de l'espace numérique avec 12 mesures. Donc, autant dire qu'on peut faire déjà 12 émissions, 12 mesures qui protègent les citoyens, mais aussi les entreprises en ligne. Et donc, les commissions sont en cours. Donc, en ce moment, il y a un projet de loi qui vise aussi à sécuriser et réguler tout l'espace numérique. D'accord. Dans un premier temps, c'est se mettre d'accord sur les règlements en fait, européens. Donc, je vous passe les acronymes DSA, DMA, DGA. On ne va pas rentrer dans tous ces détails parce que sinon, on va noyer tout le monde. Mais je ne sais pas si vous arrivez à me suivre. Mais grosso modo, en ce moment, entre la loi d'encadrement de l'influence commerciale qui vient d'être adoptée et promulguée, la loi sur la régulation de l'espace numérique qui est en cours avec les adaptations des dispositifs européens, plus on a un projet européen sur la régulation de l'intelligence artificielle, et j'en passe, en fait, on a un calendrier assez chargé. Donc ce premier Twitter Space, il a un peu vocation d'ouvrir. Et pour ouvrir le chapiteau, on a 2 invités et je présente dans un premier temps Maître Raphaël Molina. Maître Raphaël Molina, bonsoir. Bonsoir, Fadila. Alors, vous êtes avocat fondateur de Influxio Avocat, qui est un cabinet de l'influence marketing. Et vous avez contribué aux réflexions de la commission de la loi qui vise à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, Oh mon Dieu. Et pour info, quand même, pour celles et ceux qui ne le savent pas, c'est quand même une loi qui a été déposée, qui est un travail transpartisan, déposé le 31 janvier par le député Arthur Delaporte et Stéphane Vogetta, et elle a été adoptée par le Parlement dans un temps record à l'unanimité le 9 juin dernier. Exactement. On peut dire quand même que ça a été très rapide. Relativement rapide, oui, tout à fait. Tout à fait. Ça avait l'unanimité de tout le monde a bien contribué aussi à la vitesse d'adoption du texte. Hein. On va dire que tout le monde était plus ou moins d'accord très en amont et que Vogetta portait le projet. Enfin, moi, je ne connais pas l'autre, mais Vogetta portait plutôt bien le projet dès le début. Tout à fait. Alors moi, j'ai une petite question quand même un petit peu intime. J'imagine quand même qu'en tant qu'avocat, ça doit être quand même assez exaltant d'être aux prémices d'une proposition de loi, non ? Ah oui, tout à fait. Moi, personnellement, je n'avais jamais été dans ce type de travaux. Et c'est vrai que c'est passionnant parce que c'est quand même la meilleure manière de comprendre comment un texte législatif est créé. Et celui-là était particulièrement passionnant parce qu'on devait tout construire depuis le départ. Donc moi, j'ai contribué auprès de Arthur Delaporte et Stéphane Vogetta. J'ai apporté des idées. Certaines ont été retenues, d'autres non. Et après, au niveau du Sénat, je ne suis pas intervenu parce que le Sénat est beaucoup plus fermé, ce que je ne savais pas. Mais je les ai trouvés beaucoup moins à l'écoute que les députés, en l'occurrence. On peut savoir qu'est-ce qui vous a permis d'avoir cette chance de participer à ces échanges ? Tout simplement. C'est pas un secret ? Oui, il n'y a pas de secret, j'ai tout simplement demandé. Voilà. Très bien. J'ai demandé à Arthur Delaporte, et Arthur Delaporte étant quelqu'un vraiment très à l'écoute, qui voulait consulter les acteurs de ce milieu-là, et en l'occurrence, on a été un des seuls, en tout cas, cabinets à se positionner sur l'influence marketing. Naturellement, ils ont été intéressés par nous entendre sur le sujet et à voir quelle était notre vision du domaine. D'accord.
Alors avant que je passe à notre deuxième invité, juste rappeler quand même que cette loi, finalement, elle a deux grands piliers. Un, c'est accompagner les influenceurs quand même, puisque c'est définir un cadre juridique sur leur activité et les règles. Et puis, déjà pour viser en fait une influence, on va dire, responsable. Et puis, il y a aussi protéger les consommateurs. Et puis, nous savons tous les deux, puisqu'on s'est rencontrés quand même dans les spaces du collectif des victimes justement des influenceurs. Et là, en fait, c'est pour viser en fait une forme de, bien sûr, c'est pas une forme, c'est viser l'obligation de transparence sur les photos, les vidéos qui étaient retouchées, voilà. L'interdiction de la promotion de biens, services en cause, chirurgie esthétique, nicotine, enfin il y a les animaux sauvages. Il y a quand même un certain nombre justement de, je dirais aussi d'interdictions. Et je fais exprès de glisser quand même aussi un sujet qui va concerner René Coton, c'est qu'il y a aussi toute l'obligation de transparence sur la partie dropshipping. Et comment dire, avec des sanctions. Donc en fait, on a responsabilité, transparence, un cadre et des sanctions. Exactement. À savoir après qu'il existait déjà des choses. Les pratiques commerciales trompeuses, c'est quelque chose qui existait avant. Mais c'est vrai que la loi a eu le mérite de clarifier beaucoup de choses et aussi de créer de nouvelles obligations, comme tu l'as justement dit, par exemple concernant les images retouchées, voilà, ce genre de choses. Alors, ce qui est assez marrant, c'est qu'en fait, dans le monde de la pub, tout ça existe déjà. On a l'impression que c'était relativement facile d'étendre les règles qui existent sur une forme de transparence et puis exclure certains secteurs. Parce qu'en fait, tout ça, ça reste de la pub, même si, au regard de la définition stricte de la loi jusqu'à présent, on ne pouvait pas l'y rattacher. Tout à fait, vous avez tout à fait raison. C'est l'idée, d'ailleurs, c'était les députés l'ont dit clairement, l'idée c'était de vraiment de calquer l'influence sur la publicité traditionnelle, et qu'il n'y ait pas plus d'interdictions spécifiquement pour les influenceurs que pour la publicité traditionnelle. L'idée c'était vraiment que les deux régimes soient à égal niveau. Ok, merci. Je vais tout de suite aussi accueillir René Coton. René, bonsoir. Bonsoir. Tu es cofondateur et CTO de WheezyShop et Volup'Off, et tu es podcasteur. Alors, j'avais vu Good Morning Web. La boomer que je suis, elle a entendu Good Morning, elle a pensé tout de suite à autre chose. Mais tu te dis aussi râleur, pseudo-chanteur, végétarien, rôliste. Et là, je me suis dit, oula, qui on a invité là ? Mon jumeau. C'est bien, nickel. Je vois que je suis en bonne compagnie. C'est ça. Alors donc depuis 17 ans, tu crées des outils numériques, et puis depuis 13 ans, tu es focalisé dans le e-commerce. Tu explores aussi l'intelligence artificielle, c'est aussi pour ça que je t'ai repéré, parce que tu as lancé récemment une newsletter qui est centrée sur l'intelligence artificielle, mais attention, tu n'es pas tombé dans la mode du prompt que tout le monde adopte. Pas seulement, mais en fait, oui, je parle aussi des prompts, ça fait partie de l'intelligence artificielle, mais c'est vrai que dans le domaine dans lequel je travaille, donc le e-commerce, donc de mon côté, j'édite une solution e-commerce, on adopte de plus en plus des outils autour de l'intelligence artificielle pour aider à la fois en interne au sein de mes équipes, mais aussi pour nos clients. Et donc, l'intelligence artificielle est devenue un outil à part entière chez WheezyShop et chez les équipes de WheezyShop depuis un peu plus d'1 an et demi. Alors justement, toi aujourd'hui, tu es au cœur des deux lois. Enfin, moi, c'est comme ça que je le perçois. Tu vas me dire si c'est vrai, parce que finalement, aujourd'hui, toi, tu as développé quand même des outils de dropshipping. Alors, on rappelle pour ceux qui ne savent pas, le dropshipping, c'est pour un e-commerçant, et en l'occurrence, quand on parle des influenceurs, certains influenceurs vendaient en fait des marchandises qu'ils n'avaient pas en stock. C'est-à-dire qu'ils étaient en stock auprès d'un autre, on va dire, fournisseur. Et d'ailleurs, ils appliquaient des tarifs avec des codes, et puis parfois, d'ailleurs, en multipliant les marges de manière assez onéreuse.
Et tu t'intéresses à l'IA. Donc finalement, aujourd'hui, sauf erreur de ma part, ton activité, finalement, elle se retrouve aujourd'hui en questionnement par rapport aux deux régulations là, qui se mettent en place, non? Ou pas? Tu te sens un peu impacté ou pas Oui, dans ton activité? alors directement non, mes clients oui. Alors WheezyShop déjà lui s'adresse que aux e-commerçants, donc pas aux dropshippers. Donc déjà et c'est la grande majorité de nos clients aujourd'hui. Donc ceux-là ne sont pas impliqués en tout cas par la loi autour de l'influence. Mais après du côté dropshipping, oui c'est une partie de nos clients sur la marque que l'on édite qui s'appelle DropEasy. Et c'est des clients qu'on essaye aussi d'accompagner par rapport à des pratiques que l'on espère révolue sur cette partie-là. Et on essaye aussi de promouvoir, on a appelé ça pendant un moment le trust shipping, c'est-à-dire ne pas être là comme un vendeur de rêve, mais plutôt comme quelqu'un qui va sélectionner des produits et qui peut aussi les sélectionner pas seulement au l'autre bout du monde, mais les sélectionner sur des fournisseurs qui peuvent être français et ou européens. Mais oui, je suis impliqué par les deux lois, même si la loi sur l'influence n'est pas celle qui me touche le plus aujourd'hui. D'accord. Alors, pour info et je vais évidemment, demander à Farid, à Grégory et Nikao d'intervenir s'ils le souhaitent, mais je rappelle juste qu'aujourd'hui, il y a une loi sur l'intelligence artificielle qui est accélérée, en fait, par, évidemment, le grand débat depuis le début de l'année autour de ChatGPT. Donc, les eurodéputés ont approuvé mercredi un projet de régulation autour de l'intelligence artificielle, mais qui ouvre des voies en fait à des négociations avec les États membres. Donc, tout est à suivre en fait sur les prochains mois, mais tout de même, il y a déjà eu je dirais quelques accords comme le fait, enfin en tout cas un principe de ne plus utiliser de manière automatique la reconnaissance faciale. Donc ça, on fera d'autres spaces, on va dire, sur le sujet. Alors, ces deux lois, en fait, aujourd'hui, protègent le consommateur, donnent de la responsabilité aux acteurs, demandent aussi de la transparence, et puis il y a aussi des sanctions. Mais il y a aussi un élément majeur, c'est que la France, elle est quand même un peu en position un petit peu de leader, et l'Europe également. Alors, je ne sais pas, déjà pour tout le monde, hein, est-ce que vous pensez que cette vague un petit peu de régulation Made in France, c'est une opportunité, un frein, ou alors, je ne sais pas, ça vous dépasse? Vous avez le droit de commenter et on va revenir là-dessus. Et moi, justement, j'aimerais bien avoir l'avis de Farid, de Grégory ou Nikao, et si vous voulez faire intervenir René ou Maître Raphaël Molina, c'est avec plaisir. Alors, je vais intervenir, Fadila. Tu sais, on dit souvent que les États-Unis innovent et que l'Europe légifère. Donc, je pourrais presque dire qu'on est déjà finalement dans notre rôle habituel, c'est de légiférer. Moi, j'avais pas trop compris finalement à l'époque le RGPD et ça a donné énormément de choses au niveau international puisque de ce que j'ai pu comprendre de l'autre côté, en tout cas de l'Ouest, on s'est retrouvé à créer aussi des lois pour protéger les consommateurs. Là, il y a des vraies questions qui se posent sur la régulation. Ça va être vraiment la balance pour moi entre la protection des citoyens et l'innovation. Comme tu sais, je développe moi-même aujourd'hui un réseau social, donc j'essaie de regarder un peu l'impact de la régulation sur les technos que ça va avoir et le futur un peu de cette régulation. Mon intuition, c'est qu'en fait, le sujet, c'est de donner du travail aux avocats maintenant et de leur en donner beaucoup moins après. Pas mal d'acteurs disent régulez-nous au sens où on ne veut pas se retrouver avec de mauvaises surprises, on préfère savoir dans quel cadre on opère de manière plutôt certaine. En fait, c'est un marché qui arrive à maturité, il a envie de s'assurer de son avenir. Alors, je vais me permettre une petite intervention là-dessus aussi, en rappelant que c'est pas complètement idiot de se poser la question de comment on va utiliser des technologies et pourquoi on va les utiliser avant de les utiliser. On a connu, en tout cas un certain nombre d'entre nous, une période un petit peu Far West il y a quelques années où on se posait beaucoup moins de questions sur le pourquoi, on était beaucoup dans le comment, et au final on a vu que la conséquence n'était pas fondamentalement pour le bien de l'humanité. Je vais rester assez large. Alors, j'entends spécificité française, Maître Raphaël Molina.
Vous qui avez participé justement à cette commission et que vous avez vu naître, on va dire, cette loi, aujourd'hui vous êtes super actif sur Twitter pour faire de la pédagogie et puis aussi pour identifier, je dirais, quelques dérives. Il y en a eu quelques-unes, mais ça continue encore. Pour vous, vous estimez que cette loi est une bonne avancée, mais vous avez en même temps estimé récemment qu'il manquait quand même un certain nombre de choses, comme par exemple autour des cagnottes, vous l'avez en fait souligné. Vous estimez qu'aujourd'hui, elle est quand même globalement parfaite. Ça fait un peu bizarre de dire ça d'une loi parce que elle est forcément un petit peu imparfaite. Mais est-ce que vous trouvez en fait aujourd'hui que ça offre quand même un cadre déjà, un bon cadre déjà pour commencer à travailler? Moi, je pense que effectivement, c'est une loi qui offre un bon cadre. Après, comme je le disais, la faille principale de la loi, c'est que c'est une loi qui légifère aujourd'hui avec les connaissances qu'on a des escroqueries qui existent. Donc, par conséquent, vu que la liste est limitative des produits interdits et réglementés, si demain il y a une nouvelle escroquerie à la mode, on ne pourra pas l'interdire. Donc c'est pour ça que j'avais moi poussé plutôt pour que la liste soit faite en Conseil d'État par décret et qu'on puisse la faire évoluer. Mais par exemple, pour tout ce qui est effectivement des escroqueries qui seraient liées à une nouvelle technologie, par exemple à l'intelligence artificielle, parce que on est aux prémices, mais on ne sait pas. On pourrait parfaitement avoir demain des influenceurs qui vantent les mérites de services liés à l'IA et qui soient en fait des escroqueries ou des choses qui sont dangereuses pour les consommateurs. Eh bien, cette loi-là, la loi influenceur, ne la régulerait pas. Donc je pense en soi que ça, c'est un problème. Et concernant les cagnottes, certaines personnes me disaient effectivement que les cagnottes, c'est des choses qui sont bénéfiques, hein, parce qu'en général, c'est pour des associations caritatives. La crypto-monnaie aussi, c'est des choses il y a du positif derrière le Web3, et pour autant, on l'a interdit aux influenceurs, parce qu'il y a eu énormément de dérives. Or, moi, je constate aujourd'hui qu'il y a énormément de dérives liées à ces cagnottes, et que même s'il existe un cadre aujourd'hui, beaucoup s'en affranchissent. Donc je pense parfois qu'il faut interdire les choses de manière claire. Et voilà, moi j'aurais pensé qu'il aurait été intéressant d'interdire aux influenceurs de faire la promotion de ce type de cagnottes qui sont quand même propices à des dérives. Et à des dérives graves. Quelles sont les interdictions aujourd'hui, pardon, en termes de cagnotte? Comment? Quelles sont les interdictions en termes de cagnotte ou d'investissement? Parce qu'on a vu aussi que certaines personnes faisaient la promotion de trucs comme des investissements alors que ça n'en était pas. Quelles sont les interdictions qui ont été posées par la loi? Par la loi, en fait, la loi a rappelé, si vous voulez, qu'il est interdit de faire la promotion de services financiers qui sont dangereux pour le consommateur, les plus dangereux, avec un risque de perte important. Par exemple, typiquement, ce qu'on appelle les CFD, qui sont des contrats for difference, qui sont des contrats en fait qui sont très utilisés sur les plateformes de trading et qui, de manière schématique, répliquent en fait les cours de la bourse ou les cours d'une action sans pour autant acheter l'action. Et donc ça, c'est des produits qui sont considérés comme dangereux hein, financièrement, avec des effets de levier très importants. Alors, pardon, Ouais. juste une question. Est-ce que ça ressemble au truc où on vous dit imitez tel Ouais. portefeuille et vous en aurez les mêmes bénéfices ou c'est encore autre chose? Alors oui, ça peut l'être, c'est-à-dire qu'on peut faire je vois de quoi vous parlez, du copy trading. Le copy trading peut être fait sur effectivement des actions en CFD. Donc dans ces cas-là, ce sera interdit, mais le copy trading n'a pas été interdit. Et donc là, c'est typiquement une des choses pour lesquelles voilà, la loi n'a pas légiféré parce que le copy trading était relativement récent. Et donc les députés ne se sont pas emparés du sujet et je pense que c'est un problème. Le copy trading, c'est quelque chose qui est relativement néfaste et qui aujourd'hui n'est quasiment pas encadré, quoi. Voilà. Donc, Je vais un peu vous embêter, hein, oui. je vais de temps en temps, parce Bah ouais, que allez-y, hein. je connais pas toutes les personnes qui nous écoutent et donc dès lors qu'on parle un petit peu en anglais, enfin qu'on donne un petit peu de mots techniques et tout ça, si on peut donner une petite copy trading, qu'est-ce que c'est très rapidement? Alors oui, tout à fait. Copy trading, en fait, c'est assez simple. C'est des influenceurs qui disent voilà, moi, je suis trader, donc c'est-à-dire je négocie des actions en bourse et ils proposent tout simplement aux gens qui le suivent
de répliquer en fait la négociation qu'ils font sur les marchés. Et en fait, le problème, c'est que en général, ce qu'ils font n'est absolument pas rentable. Et parce qu'ils sont absolument pas traders, hein, finalement, c'est juste une casquette qu'ils se mettent. Et en fait, ils ne se rémunèrent pas. En fait, comment ils se rémunèrent? Tout simplement, ils se rémunèrent par la commission qu'ils touchent des plateformes de trading qui leur disent, voilà, à chaque fois que vous me ramenez un nouveau client, moi, je vous rémunère. Donc en fait, ils se rémunèrent comme ça. Voilà, c'est des porteurs d'affaires en fait. Et c'est ça que les gens comprennent pas, c'est que en fait, ce ne sont pas des traders, ce sont des apporteurs d'affaires. Donc on se trompe en fait, on pense que leur métier c'est le trading, mais en fait pas du tout. C'est des apporteurs d'affaires. Et donc ils se font beaucoup d'argent hein, grâce à ça, parce qu'il y a des plateformes qui rémunèrent entre 600, 1000, 1200 dollars pour à chaque fois une personne qui est ramenée. Sauf que la personne qui est ramenée sur ces plateformes, qui sont généralement des plateformes de CFD, en fait, elles vont se faire plumer parce que ces plateformes-là, elles sont manipulées pour la plupart et que c'est quasiment impossible quand on est débutant de gagner de l'argent. On se fait systématiquement plumer. Donc c'est pour ça que les plateformes sont aujourd'hui prêtes à payer très très cher pour ces influenceurs pour qu'ils ramènent de la chair fraîche finalement sur ces plateformes, quoi. Voilà. Et donc ça, je pense qu'il aurait fallu l'interdire. Et d'ailleurs, les CFD sont interdits aux États-Unis et en Belgique. C'est pas pour rien. Donc je pense que voilà, c'est clair qu'il y a un problème autour de ça et je pense que le copy trading aurait dû être interdit, oui. Alors, petite question, souvent, excuse-moi Fabien, dans le droit on parle de jurisprudence. Est-ce que si la loi a été établie, est-ce que la jurisprudence elle ne va pas être là pour finalement trouver des solutions ou je m'égare? Alors oui, c'était une excellente question. En l'occurrence, la jurisprudence, elle interprète en fait des dispositions législatives. Et en l'occurrence, je ne vois pas quelle disposition législative actuellement dans la loi permettrait d'interdire le copy trading. J'en vois pas, en fait, pour avoir bien étudié le texte. Donc non, la jurisprudence, malheureusement, ne pourra pas venir au secours de la loi. Et je pense que seul un deuxième texte, une loi influenceur 2, pourrait venir pallier à cette question-là. Et je pense que c'est un problème. Donc finalement, ce que je comprends, c'est que cette loi qui est arrivée, de ce que j'ai compris, trop tôt, va peut-être avoir un effet contraire, qui est de dire aux gens qui ne sont pas dans cette loi, bah, vous avez un champ libre jusqu'à la loi influenceur 2, parce que de toute façon, elle n'a pas été... Vous avez tout à fait raison. C'est un peu le problème. C'est qu'en fait, on a fait une loi en fonction des escroqueries qu'on connaissait aujourd'hui. Voilà. Maître Molina, pour aller dans cet aspect-là, est-ce que c'est pas de toute façon la malédiction des lois de toujours avoir un temps de retard sur les usages, qu'ils soient technologiques ou d'autres, puisque on peut imaginer une loi influenceur 2 qui va réguler certains usages, mais d'autres apparaîtront, etc., etc. Est-ce qu'il est en fait possible d'imaginer une régulation qui soit suffisamment, on va dire, agile pour prévoir des usages qu'elle ne connaît pas elle-même? Alors, c'est effectivement une excellente question que moi-même je me pose souvent. C'est-à-dire que d'ailleurs, c'est ce qu'on se disait un peu avec l'IA, hein, finalement, c'est qu'on est toujours à la remorque. On est toujours à la remorque des technologies. On l'a vu pour le Web3 avec la réglementation MiCA qui est arrivée, mais des années après, hein, finalement. Du fait de la complexité, tout simplement, de la complexité de la technologie elle-même. Il faut que le législateur comprenne même de quoi on parle. Pour l'IA, c'est exactement le même problème qui se pose. Et en ce qui concerne la loi influenceur, oui, je suis d'accord. Effectivement, la loi essaye de courir après les escroqueries et voilà, se met à jour. Mais je pense quand même qu'il existe une technique juridique assez simple pour pallier à ça. C'est quand même le fait de renvoyer, et c'est ce que fait souvent la loi, c'est renvoyer les interdictions vers un décret en Conseil d'État. Et en fait, si vous voulez, les décrets ont cet avantage qu'ils peuvent être mis à jour extrêmement facilement, du jour au lendemain. Voilà. Donc je pense qu'il aurait fallu en fait dire voilà les produits et services pris en Conseil d'État par décret sont interdits de promotion par les influenceurs. Et là, vous auriez tout simplement un décret avec la liste des choses qui sont interdites et qui auraient pu évoluer très facilement, quoi. Alors que la loi, c'est très difficile. Alors, est-ce que je peux me faire encore l'avocat du diable, sans jeu de mots?
et dire que, ok, d'accord, on va très vite, on est très agile, on va suivre les usages. Et est-ce que justement, on va pas trop vite? Est-ce que, puisque la loi a vocation aussi à prendre un peu de recul pour explorer les usages, est-ce que là, si on essaye de courir de plus en plus vite après les usages, on risque pas de tomber dans l'excès inverse, c'est-à-dire de réguler tout et n'importe quoi le plus rapidement possible et de faire des choses qui sont peut-être Oui, inutiles? oui, je suis d'accord, effectivement, c'est un risque. C'est un risque. Après, je pense véritablement que la loi c'est tellement difficile quand même voilà, de trouver un texte, de le faire évoluer, que je pense que pour pas l'ensemble des dispositions de la loi influenceur, mais je pense pour, par exemple, typiquement, des produits interdits, je pense que certains auraient dû pouvoir être mis, au moins, laisser une porte ouverte par le législateur pour que certains produits soient mis par décret en Conseil d'État. Voilà. Après, je pense qu'effectivement, certains devraient relever de la loi et d'autres devraient pouvoir être rajoutés par décret. Alors, Ce que dit Grégory aussi un peu, et Mm. c'est déjà arrivé, on l'a vu avec les MLM, les trucs de multi-level marketing, Ouais. c'est que dès que la loi dit, bah alors ça c'est possible, eux s'en servent comme carrément un argument commercial. Et la loi, vous voulez dire le fait que ça soit pas interdit, c'est ça? Exactement. Souvent, ils retournent un peu le storytelling et ils en font quelque chose du genre, ça y est, on est reconnu, Oui. vous allez pouvoir. Oui. Après, de toute façon, on peut toujours trouver des qualifications, hein, même même pour reprendre le cas d'un influenceur qui escroquerait d'autres personnes, c'est pas parce que le produit n'est pas interdit qu'on peut pas trouver d'autres qualifications juridiques voilà, dans lesquelles il puisse tomber. Oui. L'escroquerie, typiquement, si on parle, Oui, il y a des voilà, intentions, des moyens, etc. On peut c'est qualifier. ça. Alors. Si on peut le qualifier. Alors, messieurs, j'interviens. J'ai noté plusieurs choses. Alors, déjà, je voulais dire à toutes les personnes qui nous écoutent que j'ai posé un sondage. Il est d'ailleurs épinglé là sur le Space. J'espère qu'il va vous parler, mais en gros, c'est tout à l'heure, j'ai annoncé en fait qu'il y avait toute une série de lois de régulation, aussi bien sur l'IA. Alors, la loi d'influenceur, c'est celle qui est plus avancée là, puisqu'elle a été donc adoptée et promulguée, mais il y a différentes lois et la France se démarque un peu. Donc, je voulais savoir si cette vague, un petit peu de régulation du numérique made in France, pour vous, c'est une opportunité, un frein ou tout simplement ça vous dépasse. Voilà, vraiment, ça m'intéresse de savoir spontanément ce que vous en pensez parce qu'il n'y a pas du tout de bonne réponse. Et d'ailleurs, tout à l'heure, vous avez parlé de deux choses que j'ai notées. Donc déjà, on a utilisé le mot interdire plusieurs fois, donc on dit souvent qu'il est interdit d'interdire, donc ça va être intéressant de revenir sur le sujet. Sur l'IA et les influenceurs, parce que j'ai aussi un cas pratique, et donc je voudrais aussi revenir vers René aussi, parce qu'il est dans le e-commerce. Et Grégory m'a lancé une perche, parce que tout à l'heure, tu as parlé de régulation agile. C'est bien ça, Grégory? Tout à Et fait. il s'avère que le patron de Rakuten a justement, Fabien Versavo, a écrit récemment en fait une tribune où justement il nous alerte sur ce trop plein de régulation qui pourrait en fait tuer quelque part un peu l'innovation, la créativité. Il dit réguler et protéger, c'est bien, mais innover et conquérir, c'est mieux. Et il parle justement de régulation agile. Je ne sais pas si René, je t'envoie une patate chaude ou si ça te parle. En tout cas, j'entends dans sa phrase que quand les personnes disent réguler, c'est bien, mais innover, c'est mieux, ce qui est bien après le mais contredit souvent ce qui est avant. Et c'est ce qui est le plus important aux yeux des personnes. Euh, alors, réguler, nous, on l'a vu hein, dans notre secteur, rien Alors attends, que j'avoue que le mais, c'est moi la qui l'ai règle. ajouté. J'ai peut-être, tu sais, Pardon, des c'est pas automatismes. grave. Voilà. Oui, oui, oui. En tout cas, on a déjà eu une grosse régulation dans notre domaine avec la RGPD, hein, la Réglementation générale sur la protection des données, qui a eu un impact non négligeable sur le monde du e-commerce, comme sur tout le monde du numérique. Hein. Et il y a beaucoup d'acteurs du monde du e-commerce qui considèrent que c'est un gros frein pour l'innovation et que
ça pose des problématiques pour l'Europe. Et il y en a d'autres qui pensent que ça a un gros intérêt parce que le consommateur se sent plus protégé, plus accompagné. Moi, je suis un peu entre les deux, c'est-à-dire que je suis certain que la RGPD est aussi une chance, si on prend cette réglementation-là pour l'Europe, même si elle est très contraignante et qu'elle est difficile, elle a été difficile au fil des années à prendre en main. Elle permet clairement de protéger l'utilisateur et en fait, elle est aussi un gage qui est arrivé avec le temps de dire ah ben en Europe on sait que les produits européens, les sites e-commerce, les sites du numérique européen sont plus engagés, en tout cas sont obligés d'être plus engagés pour la protection des données. Et certes, oui, c'est compliqué lorsqu'on entend arriver des lois sur l'influence ou qu'on entend arriver des lois sur l'IA, hein, et se disant ben oui, ça va nous mettre en retard. Ben, peut-être que oui, ça va nous mettre en retard, mais je pense aussi que peut-être que ça va nous donner une chance de rendre le secteur un peu plus transparent, moins opaque, surtout quand on parle de l'intelligence artificielle qui pour le moment est très opaque pour beaucoup de personnes et puis qui n'est qu'aux prémices. Donc pour moi, c'est peut-être un peu un frein, mais je pense que au niveau de l'Europe, c'est une opportunité. Opportunité, comme tu l'as dit, Fadila, au tout début, qui a été repris par d'autres États. La RGPD a été Alors, une justement, inspiration pour des États aux États-Unis. Justement, tu parles de RGPD. Juste on rappelle rapidement RGPD, tu peux, pour celles et ceux qui éventuellement ne connaissent pas, mis à part cette obligation de faire plein de clics pour dire avant d'arriver à un article. Oui, mis à part, Mis à mis part à ça, part on a l'obligation. quand même bien senti le RGPD comme quelque chose aussi un peu contraignant où finalement tout le monde clique oui, 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 tellement ça devient usant. Un peu, quand même. Alors, ouais, on est d'accord que ça, c'est la partie émergée de l'iceberg qui est pas très intéressante d'arriver sur un site internet avec cette fameuse pop-up d'acceptation des cookies, même si elle nous a fait aussi se rendre compte à quel point les cookies sont omniprésents. Et donc, la RGPD, en fait, elle définit toutes les règles que les entreprises qui ont des clients européens, donc ce ne sont pas obligatoirement des entreprises européennes, hein, c'est des entreprises qui ont des clients européens ou des visiteurs européens, toutes les règles qu'elles doivent respecter sur le traitement des données personnelles de leurs utilisateurs. Et les données personnelles, ça commence avec l'adresse IP, tout simplement. Lorsque vous allez sur un site internet, vous venez via une adresse IP, celle qui est fournie par votre fournisseur d'accès, et c'est une information que la RGPD considère comme une information personnelle. Et tout ça, eh ben, il y a des règles. Il y a des règles sur le fait que oui, on vous demande l'autorisation pour vous afficher de la publicité qui va vous profiler, mais on va aussi avoir d'autres règles qui est que lorsque vous allez vous inscrire sur ma newsletter, par exemple, eh ben, je n'aurai pas le droit de transmettre vos informations à des personnes tierces si vous n'en avez pas donné l'autorisation et une autorisation éclairée. C'est surtout ça que la RGPD met en avant, c'est il faut que les gens comprennent ce que l'on fait de leurs données et si on les manipule, si on les transfère, eh ben, qu'on explique clairement comment on les transfère. Et puis après, il y a même des règles, si je dis pas de bêtises, qui imposent qu'il n'y ait pas de dark pattern, c'est-à-dire des espèces de faux clics où on nous incite à cliquer sur un truc pour avoir notre consentement un peu par la ruse. Donc la loi est assez bonne là-dessus, c'est-à-dire qu'en plus, elle a un peu prévu le côté sneaky de certaines pratiques où c'était comme un peu comme des pop-ups, c'est-à-dire qu'on se les tapait et on cliquait un peu par vitesse pour donner notre accord trop facilement. Oui, et voilà, il faut que c'est ce qu'ils appellent le consentement éclairé hein, dans la RGPD, c'est-à-dire que on peut pas les dark patterns clairement, c'est faire en sorte qu'on va vous inciter à accepter quelque chose, à cocher quelque chose ou à le pré-cocher pour vous sans que vous vous en rendiez compte. Et donc, du coup, vous n'avez pas le consentement éclairé dessus, vous ne savez pas réellement pourquoi vous venez d'accepter les choses, et donc tout ça est puni par la RGPD. Et ça a été une première aussi, la RGPD, et l'IA a pris cette voie aussi, on en parlera sûrement après, c'est que lorsqu'on ne respecte pas le règlement général de la protection des données, l'amende est un pourcentage du chiffre d'affaires global de la société. C'est-à-dire que lorsque Google se met à ne pas respecter la RGPD, elle peut se prendre une amende qui est de 4% de son chiffre d'affaires mondial. Et 4% du chiffre d'affaires mondial, ça commence à faire beaucoup. Alors les CNIL européennes, donc les bureaux qui gèrent
les RGPD de chacun des États ne sont jamais montés à 4% du chiffre d'affaires mondial, mais plus il y a des amendes, plus elles montent. Et la dernière amende contre Meta est allée assez haut. Et donc, ça commence à faire réfléchir. Et dans le monde de l'intelligence artificielle, on a vu arriver ChatGPT et plein d'autres, comme Google Bard, qui est l'intelligence artificielle de Google type ChatGPT. Eh ben, Google Bard n'est pas arrivé en Europe, n'est pas accessible aux Européens, parce que Google veut d'abord se mettre en conformité RGPD avant de risquer une amende de 4% de son chiffre d'affaires mondial s'il contrevient au règlement sur l'utilisation de l'IA. Alors, Fadila, si tu permets, vas-y. je voudrais faire aussi une petite analogie sur ce qui se passe en ce moment sur les crypto-monnaies où aux États-Unis, il y avait très peu de réglementation, où la SEC vient d'intervenir, puisque souvent ce qui se passe, c'est qu'aux États-Unis, on laisse d'abord l'usage se développer et après on légifère. Et là, ce qui se passe en ce moment, il y a des vraies problématiques parce que la SEC est en train d'intervenir sur des exchanges comme Binance ou d'autres en disant, mais attendez, je crois qu'il y a un problème. Et donc là, ce qui se passe, c'est qu'il y a une peur qui est en train d'arriver sur les marchés américains, jusqu'au point où André Horowitz est en train de créer une entreprise en Angleterre parce qu'ils ont peur que ce qui va se passer en termes de légifération, je sais pas si on dit ça, sur la législation, pardon, qui va intervenir aux États-Unis va être vraiment un frein. C'est-à-dire que là, ils sont en train de le faire l'inverse, ça veut dire qu'ils sont en train de légiférer a posteriori, et là, maintenant, ceux qui ont finalement investi dans ce domaine-là sont en train de se dire, oulala, c'était pas du tout ce qu'on attendait en termes de législation, et donc maintenant, il faut peut-être qu'on trouve une porte de secours et aller ailleurs. Je voulais juste faire une analogie en se disant, là, on parle de faire les lois avant, et eux, ils ont fait après, et finalement, on est un peu entre les deux. Okay. Ben, merci pour ton apport. Moi, je vais vous donner quand même des nouvelles du sondage qui est en cours. Donc, est-ce que cette vague de régulation Made in France, où évidemment la France est assez leader, est-ce que c'est une opportunité, un frein ou ça me dépasse? On est à 50% pour l'opportunité et égalité entre frein et ça me dépasse. Vous pouvez continuer en fait à voter. Celles et ceux qui voudraient poser des questions, Maître Raphaël Molina, aussi bien sûr sur la loi autour de l'influence, notamment commerciale, ou à René Coton, parce qu'il est à la fois spécialiste en IA, mais aussi en e-commerce. N'hésitez pas à demander le micro. Toutes les questions sont bienvenues, même si vous avez affaire à quelques spécialistes qui aiment utiliser des acronymes, vous avez tout à fait le droit. Et moi... Surtout si vous êtes un CEO, n'oubliez pas, ce soir, vous avez des avocats gratuits. Pourquoi tu es avocat, toi aussi? Non, mais je pense à nos invités. Ah non, René Coton n'est pas avocat, hein, mais par contre, il s'y connaît assez bien en juridique. Il fait bien semblant. Ah d'accord, ok. Alors, on a parlé d'IA, je voudrais vous poser justement une question, parce que vous avez... Alors, on a parlé... Aujourd'hui, qu'on était dans une vague de réglementation, il y avait plein de lois, une loi qui vient d'être adoptée, promulguée, je fais un petit récap, et aujourd'hui, un certain nombre de projets de loi aussi pour réguler l'espace numérique, alors avec des propositions, 12 propositions pour la France. Et puis surtout, on a entendu Thierry Breton, commissaire européen, mettre la pression à Meta, à Twitter, je crois, à presque 25 plateformes, leur demander là de faire un audit sur le plan de la modération notamment, et avec une sommation, si je puis dire, de faire cela avant septembre, parce que le couperet devrait tomber. Le couperet, ce serait notamment, a priori, peut-être aussi qu'on n'ait plus accès en fait à Twitter, peut-être en France, si, par exemple, on freine pas l'accès au contenu pornographique pour les enfants. Un certain nombre de dispositifs, c'est celui-là. Et tout à l'heure, Raphaël Molina, vous avez aussi échangé et vous avez dit qu'aujourd'hui, cette loi, elle n'était pas totalement imparfaite, qu'on n'avait pas tout prévu. Et moi, j'ai un sujet qui vous concerne tous les deux. C'est justement, c'était un sujet que moi, j'avais questionné à la commission. Je leur dis, mais pensez en fait à l'intelligence artificielle, parce que de plus en plus, vous allez avoir des influenceurs qui vont utiliser en fait des intelligences artificielles. Et c'est le cas d'une influenceuse qui s'appelle Karim Marjorie, qui, ne pouvant pas répondre a priori à toutes les sollicitations, les commentaires, etc., elle a mis en place
une intelligence artificielle pour répondre en fait à ses followers. Sauf que vraisemblablement, cette intelligence artificielle, je vois que Damien est là, et si Damien, tu veux monter aussi pour ajouter ta pierre à l'édifice. Donc cette intelligence artificielle, vraisemblablement, dans les échanges, a viré un petit peu à des contenus un petit peu pornographiques, ce qui n'était pas en fait programmé, on va dire, au départ. Et a priori, elle gagne énormément d'argent parce que chaque réponse en fait est monétisée. Voilà un cas précis qui concerne le domaine de l'influence, le domaine de l'IA, et qui aujourd'hui, sauf erreur de ma part, n'est pas prévu dans la loi. Ah oui, tout à fait. Je Oui. vous lance une patate chaude là. Ouais, non, il n'y a rien de prévu en matière d'intelligence artificielle dans la loi, si ce n'est le fait que les photos qui sont générées par l'intelligence artificielle doivent mettre une mention qui est image virtuelle. Voilà. Et d'ailleurs, c'est une première en droit français, un texte qui traite de l'intelligence artificielle. Mais aujourd'hui, rien n'est prévu par le texte. Sauf que René Coton, tu es d'accord avec moi si je dis que en fait aujourd'hui une bonne partie des personnes qui ont énormément d'activités sur le numérique cherchent justement à optimiser leur temps et à déléguer des tâches en fait à des intelligences artificielles, comme justement répondre à des followers, et que c'est un business qui va. Oui, oui, bien sûr. Alors, si, sur les IA génératives, parce que j'aime bien rajouter le mot générative au bout d'IA, hein, parce quand on parle de génération de texte ou génération d'images, on est vraiment sur des IA génératives. On a plein de types d'IA différentes pour la reconnaissance faciale, tout ça, c'est d'autres IA. Mais sur les IA génératives, aujourd'hui, c'est utilisé dans beaucoup de domaines. Pour vous donner même un exemple, chez nous, chez WheezyShop, aujourd'hui, lorsqu'un client pose une question à notre support écrit, une pré-réponse est écrite automatiquement par notre outil interne qui va piocher dans la documentation interne et va pré-rédiger une réponse qui sera après réadaptée par notre support avant d'être envoyée au client. Donc, l'intelligence artificielle générative qui génère du texte peut être utilisée dans plein de domaines différents parce que c'est un outil de productivité, que ce soit pour aider des personnes dans leur travail ou que ce soit pour produire des articles. Je vois ça dans le monde du SEO, donc des personnes qui éditent des sites pour qu'ils soient bien référencés. Ils vont aussi se servir de l'intelligence artificielle pour les aider dans la rédaction, dans la génération d'images pour mettre des images d'illustration sur leurs articles. Et donc aujourd'hui, les IA génératives sont de plus en plus utilisées, que ce soit au sein des entreprises ou que ce soit en production que l'on va retrouver sur Internet. Merci à toi. Et en plus, je repère que nous avons la visite de Maître Olivier Itéanu. On va être encerclé d'avocats. Maître Olivier Itéanu, si vous voulez venir nous rejoindre, ça serait super. Bon, lui, il va être gratuit, là. Fadila, on peut poser la question, parce que Vas-y. j'ai eu la question cet après-midi d'un jeune incubé que je coach, qui me posait la question quand on faisait des tests sur Midjourney, en me disant, mais ok, c'est génial, on arrive à générer donc de l'image. Question de droit, comment je peux faire? Il me posait la question et je lui dis qu'à la base, Midjourney se base sur une base de photos, images qu'il a déjà scannées. Question, c'est pour Maître, comment est-ce qu'il y a un vide juridique de ce cas-là? Est-ce que les images qui sont générées aujourd'hui par Midjourney ou par DALL-E sont libres de droit parce qu'on ne peut pas déterminer, ou est-ce que c'est la création d'une œuvre commune? On en est où vis-à-vis aujourd'hui de la générative IA, mais sur de l'image qui est normalement basée sur des images qui ont un droit d'auteur? À ma connaissance, il n'y a rien encore aujourd'hui sur le sujet. Il n'y a pas vraiment de jurisprudence, il n'y a pas de législation spécifique. Donc je pense qu'effectivement, de toute façon, il va falloir attendre le texte aujourd'hui qui est étudié au niveau européen pour avoir plus de réponses à ces sujets. Mais il n'y a pas de loi qui existe aujourd'hui et qui est rétroactif. Si j'utilise quelque chose qui est généré aujourd'hui et que la loi tombe dans 6 mois ou dans un an, qu'est-ce qui peut se passer? Est-ce que ça peut être rétroactif, une loi? Oui, ça peut l'être si effectivement il y a une mention spécifique dans la loi à ce sujet. La plupart des lois ne sont pas rétroactives.
Mm. Alors, on a la visite de Damien Douany qui, je crois, souhaitait intervenir sur le sujet, mais ça serait bien que Maître Olivier Itéanu, qui est quand même spécialiste aussi de la propriété intellectuelle numérique et des marques, je pense qu'il pourrait aussi ajouter sa pierre à l'édifice. Damien, bonsoir, Damien Douany. Bonsoir Fadila. Prospectiviste, Bonsoir podcasteur. Excuse-moi. Je t'en prie. Non, ne dis pas tout, ça va être trop long. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Fadila. Non, je vais laisser parler maître, mais oui, je rebondis là-dessus. En fait, il y a un vrai vide juridique aujourd'hui. En fait, on est sur les mêmes problématiques que l'on peut avoir, qu'on avait déjà touché du doigt lorsque dans la partie l'apparition du Web 2.0, qui était la question du remix, c'est-à-dire en gros la question du droit d'auteur versus le fait de remixer, comme vous faites un bootleg en musique ou autre. Alors bien sûr qu'il y a des droits d'auteur qui se posent, mais il y a la question du droit de citation, il y a la question de est-ce que vraiment c'est une inspiration, est-ce que quand un artiste prend des choses, qu'il mélange des influences et qu'il crée quelque chose, est-ce que c'est une création unique ou est-ce que c'est au contraire un patchwork de choses existantes? Chose très complexe, je ne suis pas avocat, je ne suis pas juriste, donc je m'arrêterai là. Mais en revanche, si un des juristes présents ici a un éclairage sur le sujet, je serai entièrement preneur. Mais ça pose une vraie question, ça pose aussi surtout la question de l'identification des sources. Autrement dit, aujourd'hui, les IA se nourrissent de bases de données, qu'elles peuvent trouver. Typiquement, l'exemple classique, c'est quand quelqu'un vous dit, moi j'ai trouvé une photo sur Google Photos. Donc traduction, si elle est sur Google Photos, c'est qu'a priori elle est libre de droit. Ben non. Donc de fait, vous avez aujourd'hui des bases de données qui sont de manière un peu sauvage, qui nourrissent des IA, ce qui pose un vrai souci. Donc la question aussi qui va aller de pair avec cette question du repérage on va dire des éléments qui constituent une œuvre créée par une IA, il y a aussi la question du droit d'auteur 2.0, 3.0, du droit d'auteur nouvelle génération. Qui va faire que peut-être que demain, il faudra réinventer une logique de SACEM pour faire en sorte qu'on puisse identifier dans la constitution d'une œuvre produite par Midjourney ou autre d'éventuels éléments qui ont été watermarkés ou qui ont été identifiés à la base de l'inspiration de cette IA. Si je peux rajouter juste un mot. Vas-y. Rapidement, mais sur la génération d'images, à ma connaissance aujourd'hui, la seule chose dont j'ai entendu parler, c'est aux États-Unis, où le gestionnaire des droits d'auteur aux États-Unis a décidé que il ne pourrait pas y avoir de droits d'auteur sur des images générées par l'IA. Donc, si on utilise Midjourney pour générer des images, on ne peut pas dire que l'image qui a été générée nous appartient en tant qu'auteur aux États-Unis. Donc aujourd'hui, c'est la seule chose que j'ai entendue autour des images. Et l'IA Act qui est discuté actuellement au niveau européen et qui va être discuté en Conseil européen avec les différents États membres ne va pas dans le détail sur l'inspiration des modèles d'IA générative. Et donc, pour le moment, je ne sais pas ce que ça va donner. Alors, on va accueillir Maître Olivier Itéanu. Bonsoir Olivier. Il faut que tu... Bonsoir. Oui. Bonsoir Fadila. Tout ce que me demande Fadila est un ordre, donc je ne faisais que passer tranquillement. Ben voilà, bon, c'est la mission de tout le collectif Réenchanter Internet, dont tu fais partie aussi. Oui. Vas-y. Oui. Écoute, moi, quand j'ai été étudiant en droit, mon premier cours sur la propriété intellectuelle, donc notamment le droit d'auteur, ce qu'on appelle la propriété artistique, mon professeur a raconté une histoire qui était la suivante. Il raconte l'histoire d'un vagabond qui déambule et puis qui s'arrête sur le champ d'un paysan. Le paysan descend de sa maison avec son fusil et il s'approche du vagabond et lui dit « Qu'est-ce que tu fais ici ? Ce terrain est... Mon grand-père, mon arrière-grand-père s'est battu pour ce terrain, mon grand-père aussi, mon père aussi, par-delà. » Et le vagabond lui dit on peut recommencer ? Alors l'histoire des réseaux numériques, d'Internet, des réseaux numériques, de l'IA, c'est finalement le remake
d'un rapport de force, c'est un peu marxiste ce que je dis, entre des acteurs qui changeront pas, savoir un auteur, et puis ensuite une chaîne économique qui va d'un producteur, celui qui finance, un éditeur, celui qui fabrique, un distributeur, et puis un utilisateur. Voilà. Donc tant qu'il y aura des créations, il y aura des auteurs. Alors ils utilisent divers outils. Après, je pense que le problème, c'est peut-être plus un problème de paternité, c'est-à-dire d'identification d'un auteur, mais il y a probablement toujours quelque part un auteur. Si on peut pas l'identifier, on peut pas l'identifier, mais voilà, je crois pas qu'il faut attendre une révolution dans le domaine de la propriété intellectuelle, du règlement sur l'IA. Bon, il y en a, je veux dire, des règlements, il y en a. Bon, on est en train actuellement d'accueillir les DSA, le DMA, et en fait, quand on regarde bien les choses se complexifient, mais il y a pas vraiment de nouveauté. Les décors changent, les habits changent, mais il y a toujours, c'est toujours les mêmes acteurs. Donc voilà, je pense qu'il faut pas attendre une révolution de ça. Ça pose peut-être des questions, oui, c'est certain, mais on parlait à l'instant, ce que j'ai bien aimé, ce qu'a dit Farid il y a quelques instants. Voilà, on trouve des photos sur les réseaux. On pense que parce on y a accès, ils sont libres de droit. En tout cas, dans la conception européenne, euh, ça n'existe quasiment pas, puisque en fait, c'est 70 ans après le décès de l'auteur. Donc, vous imaginez bien que sur toutes les créations numériques, bon, c'est quand même compliqué. Donc voilà, je pense il y a un rapport de force. Le rapport de force du copyright, il est favorable à toute la chaîne économique, et le rapport de force du droit d'auteur continental européen, il est favorable à l'auteur. Donc ça, je pense que ça va évoluer. Je pense que malheureusement, ou peut-être pas, mais enfin, en tout cas, c'est pas l'avis de d'Hollywood, hein, parce il y a différents lobbies aux États-Unis. Il y a Hollywood, et puis il y a la Silicon Valley. C'est pas les intérêts sont très très opposés, mais voilà, les cartes vont se rebattre. Olivier, Une dernière chose, oui. Je vais te dire, est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas nouveau, qui est que ce n'est ni une personne morale, ni une personne physique qui crée? Parce que tu dis qu'on a toujours le créateur, on a toujours le distributeur, mais est-ce qu'aujourd'hui, une IA, elle va avoir ou pas une personnalité? Est-ce qu'on va créer peut-être dans l'avenir une personnalité juridique pour elle? Parce qu'aujourd'hui, ce n'est ni moi qui crée, ni quelqu'un d'autre, c'est l'IA qui décide de comment va être la création. C'est la réponse américaine. La réponse américaine, c'est de dire que ce n'est pas une personne physique. Exactement. Alors, est-ce que ça peut être une personne morale qui est celle qui a opéré l'IA? Oui. Est-ce que c'est ceux qui ont fourni la matière dont l'IA s'est nourrie? Ou est-ce que c'est l'éditeur logiciel? Là, on a un vrai sujet de fond. Et on sent que c'est l'avocat qui n'a pas envie de donner des conseils gratuits encore ce soir qui parle, mais le vrai sujet, c'est la responsabilité. Si ça déconne... Tu as une troisième option, qui est la personne qui crée le prompt. Si le prompt est un pinceau, c'est la quatrième option, merci. Et donc, si la personne qui écrit le prompt et qui est un peu une sorte de pinceau numérique, qui décide d'écrire d'une certaine manière pour que l'IA lui réponde en face afin de modeler une œuvre, est-ce que lui aussi, quelque part, il est partie prenante de la création, ou est-ce qu'il est quelque part un contrefacteur? Ça fait belle lurette qu'en réalité, le droit n'est pas réservé aux personnes faites de chair et de sang. Hein. Les personnes morales, elles existent. Et tout sur la base d'une décision d'un législateur qui décide de donner une personnalité juridique. Et puis, il y a aussi un peu de contrat. Donc, pourquoi pas? On en a parlé aussi pour les robots. Il n'y aura rien de nouveau à ça. Il y a les personnes morales aujourd'hui, on a même la peine de mort pour les personnes morales, puisqu'on peut les dissoudre. Aujourd'hui, un juge peut dissoudre une personne morale. Bon, oui, pourquoi pas? Je pense que on a suffisamment. Mon seul message, c'est de dire, je pense qu'on a suffisamment d'outils pour probablement, il faut les recomposer, il faut les assembler comme un bon vin, mais je pense qu'on a déjà suffisamment d'outils pour nous permettre de gérer ça. Après, c'est est-ce qu'on fait
on le fait en faveur de l'auteur ou en faveur de la chaîne économique. Et là, je pense que malheureusement, le droit d'auteur européen et continental va encore Je suis devoir. quand même assez étonnée tout à l'heure. Tu disais, alors peut-être que je me trompe, hein. D'ailleurs, quand tu disais qu'il y avait pas tant de choses que ça, qu'elle allait changer, que pour toi c'était pas forcément révolutionnaire. Pourtant, je sais pas, moi j'ai presque l'impression aujourd'hui. J'ai lu un article, là, j'ai pas retenu le nom, mais d'une présentatrice radio, animatrice radio, qui, alors c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que là où l'influenceuse tout à l'heure faisait travailler une intelligence artificielle pour répondre en fait à ses followers, là c'était tout l'inverse. C'est une intelligence artificielle qui animait l'émission et c'est elle qui répondait en fait à ses followers. Et alors, je sais pas, hein, je me trompe peut-être, hein, mais j'ai l'impression qu'il y a une espèce d'entre-deux qui est en train de se créer, qui est entre la personne physique et l'intelligence artificielle. Je sais pas. Est-ce qu'on va lui donner un statut? Il y a peut-être quelque chose à détricoter, ça c'est sûr. Quand même. Peut-être. Il y a des droits voisins qui ont été créés aussi il y a une trentaine d'années. Les droits d'artistes, des droits d'interprètes, même les producteurs. On a créé au sein du droit de la propriété intellectuelle, on a créé des droits voisins, on a créé des objets juridiques nouveaux, des bases de données. Donc peut-être que les producteurs de bases de données qui se sont vus reconnaître un droit d'interdire l'extraction des données. Donc c'est un truc spécial. Donc oui, moi j'ai pas de religion sur la question, hein, franchement, mais moi j'ai déjà il y a 30 ans, on a réfléchi sur les systèmes experts. Et c'était les ancêtres de l'intelligence artificielle, hein. Mais j'ai pas l'impression que on va tout casser, quoi. Voilà, c'est ça, c'est tout ce que je peux dire à la date d'aujourd'hui. Alors, je sais que Enikao a une question, d'abord Grégory Maubon et ensuite Nicole, comment dire, Enikao. Et Oui, est-ce que je sais pas Nicolas, s'il y a, non, je sais pas s'il y a d'autres personnes qui souhaitent lever la main et venir poser une question. Franchement, il n'y a aucune question stupide, comme on a l'habitude de le dire, mais je vais prendre une question de Fouzi Poumpoui qui ne peut pas parler et il pose une question à René Coton, mais bien évidemment les autres vous pouvez également réagir. Il dit: quid de la véracité des articles publiés à l'aide de l'IA? Qu'en est-il? Les grands médias les utilisent déjà. Comment encadrer cela? Alors c'est sûr que là on fait un peu un pas de côté, mais bon, c'est l'art de la conversation, c'est comme ça aussi, hein. Alors, donc, dans la question, on parle du fait que les IA génératives peuvent halluciner. Donc, dans notre métier, on appelle ça des hallucinations, c'est-à-dire qu'on va lui demander de nous donner des sources ou de nous écrire des choses. Et puis, comme l'IA veut écrire selon quelque chose qu'elle connaît déjà, qu'elle a déjà vu, et que même si elle n'a pas les sources, elle va les inventer pour les mettre dedans. D'ailleurs, il y a un avocat américain qui a des gros soucis actuellement parce qu'il a produit des sources qui étaient erronées devant la justice américaine parce qu'il a demandé les sources à ChatGPT. Si je ne dis pas de bêtises, quand tu dis qu'elle hallucine, c'est-à-dire que l'IA ne dit pas « je ne sais pas », elle va quand même fabriquer quelque chose. L'IA sait mentir, mais de façon très convaincante. C'est ça qui est très fort avec l'IA. Je ne sais pas, elle dit bah, « tiens, voilà la réponse », quand bien même elle l'aurait 100% fabriquée, c'est ça, hein. Tout à fait. L'IA est un excellent consultant. Oui, on peut voir que ça comme ça. Alors maintenant, qu'en est-il de si on utilise des données qui ont été générées par l'IA et qui sont fausses? Il y a deux choses. Il y a la première, c'est est-ce que c'est délibérément manipulateur, trompeur? Et dans ce cas-là, c'est en plus mis dans l'IA Act qui est actuellement discuté qui sera discuté au Conseil européen. Et donc, ça fait partie des usages qui sont totalement interdits de l'IA. Après, si c'est pas volontaire, mais que c'est une erreur de la part des équipes qui vont publier le texte, ben là, c'est un problème éditorial. Ça va revenir à la même chose que si un journaliste a mal fait son travail de renseignement et que sous couvert d'avoir eu une personne qui lui a dit quelque chose, va relayer cette information et donc du coup il va relayer une fausse information sans l'avoir vérifiée. Donc je ne sais pas qu'est-ce que l'on risque d'un point de vue du droit de faire ce genre de choses, mais après c'est du travail
des journalistes de vérifier l'information auquel ils ont accès, quand bien même cette information a été écrite avec IA. Et je dirais même surtout si cette information a été écrite par une IA. Alors, il y a un cas d'application récent là-dessus que j'ai vu passer. Je crois que c'est l'AGFI qui a relayé ça. Reuters va se doter d'une IA pour préparer l'analyse des résultats financiers. Donc, pour le coup, les données, elles ont été publiques, elles sont validées. Et là, en fait, si je comprends bien, l'IA va un peu scraper ce qu'elle voit pour rassembler les trucs qui sont planqués dans les filiales, etc. et donner une nouvelle lecture. Donc, en fait, c'est quelque chose qui se rajoute au travail des journalistes en termes d'analyse. Oui, qu'ils fassent leur travail, en fait, tout simplement. Là, eux vont interpréter les choses là où l'IA va, quand on lui dit c'est une IA productive, par exemple ChatGPT, on lui donne un texte, elle va faire des choses avec. Là, si on lui donne les données, elle va en retirer quelque chose. Alors, il existe plein de modèles différents d'IA. On a l'habitude, nous, quand on discute en ce moment des intelligences artificielles, on parle de ChatGPT parce que c'est bien connu du grand public et que c'est un modèle très généraliste. C'est-à-dire, c'est un modèle qui a scrapé plein d'informations sur le web, qui a lu plein de bouquins, enfin, qui les a lus, qui les a intégrés. Mais il existe d'autres modèles qui sont beaucoup plus spécialisés. Il existe des modèles d'intelligence artificielle générative qui sont spécialisés dans le code. Il existe des modèles d'intelligence générative qui sont spécialisés dans les documents scientifiques. Donc, on peut très bien créer un modèle d'intelligence artificielle qui soit spécialisé dans l'analyse de données financières, par exemple. Ou des résultats sportifs, peut-être des choses qui sont un peu incontestables. Mais je pense que l'avenir ne sera pas que des modèles d'intelligence artificielle généralistes, mais au contraire, que l'on va voir fleurir des modèles d'intelligence artificielle qui vont être spécialisés dans un domaine et qui le feront très bien. Et donc, oui, on pourrait avoir ça dans des analyses financières, dans des analyses sportives, et ainsi de suite, en ne lui donnant que des informations. Concernant les analyses financières, justement, tout à l'heure, Maître Raphaël Molina en parlait. Et donc, est-ce qu'on pourrait dire demain, un influenceur pourrait dire oui, Damien, dans quelques minutes. Et puis, on a aussi Grégory aussi. Donc, je vais vous dire que je ne vous ai pas oublié. On pourrait dire, en fait, un influenceur pourrait dire c'est pas moi, c'est l'IA. J'avais une tendinite ce jour-là. Je ne sais pas si ma blague, elle est comprise de tout le monde. Tu as osé. Je ne sais pas. Tu as osé. Je veux bien répondre. Je ne sais pas si Maître allait répondre. Raphaël Molina est toujours connecté. Ouais, moi je peux dire un mot là-dessus parce que on a basculé on a basculé des questions de paternité aux questions de responsabilité. Donc s'il y a une responsabilité, c'est dire qu'il y a une victime et qui considère avoir subi un préjudice. Et alors là, on est parti dans un système où il va y avoir forcément c'est rare que des actions en responsabilité se terminent par personne n'est responsable si on n'a pas identifié l'origine de entre guillemets de la faute. Donc là, je pense qu'on va partir dans un système où on va aller chercher les maîtres du système qui a causé le préjudice. Voilà, je pense que c'est comme ça qu'on va mesurer le préjudice, chercher la compensation. C'est ça le barème. On va chercher la faute et le lien de causalité avec le préjudice. Il y a une victime. D'où vient c'est ce qu'on appelle le lien de causalité. D'où vient ce préjudice? Et ensuite, on va identifier la faute et celui qui en est le responsable. Bon, ça oui, donc c'est un peu bon, tout à l'heure on parlait de paternité, mais de responsabilité. Ça m'étonnerait pour répondre à la question de Fadila, qu'un juge face à une victime dise, alors qu'on a bien identifié l'origine de ce qui cause le préjudice, dise il y a personne. Je pense qu'on peut tomber sur des mauvais responsables. Mais en tout cas, je fais le pari que ça m'étonnerait que la justice baisse les bras. Voilà, tu vois, c'est ça. Alors, je donne juste les personnes qui... Alors, Raphaël Molina, Grégory Maubon, Damien Douany. Alors, qui commence? Raphaël Molina. Non, je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire mon confrère. J'ai rien à ajouter de plus. Pour moi, c'est ça. On aura toujours la possibilité de démontrer qui est à l'origine du préjudice et IA ou pas. Voilà.
Est-ce qu'avec les chatbots, on n'avait pas déjà le début des mêmes questions, en fait, puisqu'il y a déjà eu des chatbots plus ou moins commerciaux, en tout cas qui rendaient des services d'un point de vue, oui, serviciel, du genre, je vais dire une connerie, mais le plus connu, c'était évidemment Chronopost, la SNCF. Il y a déjà des chatbots qui interagissent avec des gens. Est-ce que la loi était déjà pas plus ou moins établie à ce niveau-là? Raphaël ou moi, mais bon, c'est ce qu'on vient de dire. Ça, toi-même, tu as dit, voilà, les chatbots de la SNCF, où donc il y a quelque part quand même un responsable, celui qui le contrôle et puis qui le corrige. Hein, euh, dans le RGPD, on parle du contrôleur pour le responsable de traitement. Donc D'accord. c'est celui qui a le contrôle. D'ailleurs, c'est bien mieux en anglais qu'en français. Le traitement, ça ne veut pas dire grand-chose. Il y a aussi un sous-traitant qui est le processeur. Bon, bah, contrôleur, c'est vraiment celui qui le contrôle, quoi. Voilà. On va dire le contrôleur et l'opérateur. C'est pas mal, ça, ouais. Le contrôleur et l'opérateur. Ouais, ouais. Petite question, en Arabie Saoudite, de ce que j'ai compris, il y a cette femme d'intelligence artificielle qui a eu un statut particulier. Je sais plus, c'était un statut quasiment d'humain, de statut de personne physique. Est-ce que si un pays aujourd'hui considère qu'une IA a une responsabilité ou en tout cas est une personne physique ou morale, est-ce que le droit international, ou avec ce que tu disais par exemple Olivier tout à l'heure avec les droits voisins, va faire en sorte que, parce que ce pays a considéré aujourd'hui cette personne comme une personnalité physique ou morale, elle rentre dans notre cadre à nous juridique comme personnalité physique ou morale? Non, non, c'est pas forcément. Si la France n'est pas partie à un traité commun, eh bien, voilà, si en droit français on ne retrouve pas les mêmes qualifications, on ne pourra pas faire une qualification automatique qui a été faite dans un autre pays. Merci. Alors, Grégory? Merci Fadila. Alors, je vais juste faire une petite remarque sur ce qu'a dit Damien sur la comparaison entre les consultants et ChatGPT. Il y a une petite différence quand même. Comme l'a dit René, l'intelligence artificielle générative, c'est d'abord de la statistique. Ce qui fait qu'un consultant va savoir qu'il ne sait pas et va donc inventer une réponse, alors que l'intelligence artificielle ne sait pas qu'elle ne sait pas et va vous donner la réponse la plus probable, même si elle n'est pas vraie. C'est une différence subtile, mais qui classe quand même les deux catégories dans des endroits à part. Et pour revenir à ce qu'on a dit au début sur la régulation, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup parce qu'on voit que ça change et que il faut s'adapter à des cas qu'on connaît pas, hein, comme l'a dit Maître Molina à un moment. Mais comme vous le savez, il n'y a pas que la loi dans la régulation. Alors, j'utilise peut-être pas les mots adaptés, hein, mais on connaît la loi. La loi, c'est quelque chose qu'on fait, qu'on fait respecter, etc. Il y a une autre forme de régulation qui est peut-être un peu soft, c'est la régulation normative, les bonnes pratiques, les groupes d'intérêt qui se réunissent et qui disent plus ou moins comment ça doit se passer. Elle a cet intérêt que, si ça se passe bien, il n'y a pas besoin de loi. Alors j'exagère un peu, hein, je tire à gros traits sur les choses, mais c'est ce que je vois plutôt dans mon domaine, qui est plutôt du côté des technologies immersives, où la régulation en tant que loi, elle n'est pas encore rentrée dans le domaine. Par contre, les normes, les façons de réguler avec les acteurs du domaine sont plutôt importants. Je voudrais savoir quelle est votre vision de cette évolution, justement sur toutes les questions dont on a parlé, hein, que ce soit de l'IA, des influenceurs ou des choses comme ça. Est-ce que vous voyez des normes, ces régulations soft qui sont en train de se déployer entre les grands acteurs du secteur parce qu'ils y ont un intérêt, ou alors c'est juste impossible parce que, je sais pas moi, les intérêts économiques sont trop immenses et que tout le monde va se taper dessus et pour que, à la façon d'Highlander, il n'en reste plus qu'un à la fin et dans ce cas-là, évidemment, ce sera la loi qui aura le dernier mot. Comment vous voyez l'évolution dans les quelques années qui arrivent? Alors, je veux bien répondre sur la partie intelligence artificielle. Je pense que l'autorégulation des acteurs sur l'intelligence artificielle ou les normes qui pourraient se faire, aujourd'hui, on va pas voir ça arriver, en tout cas pas entre eux. On a des très très gros acteurs qui sont en train de se faire une grosse guerre aujourd'hui autour de l'intelligence artificielle.
On a OpenAI que l'on connaît tous, qui fait ChatGPT, mais qui en fait a un très gros partenariat avec Microsoft. Donc on peut considérer que c'est presque Microsoft qui est derrière tout ça. Et on a Google de l'autre côté, et sans oublier des acteurs comme Amazon ou même des acteurs chinois. Et tous ces grands acteurs, ces gros acteurs, aujourd'hui, ils sont pas dans l'idée de se réguler entre eux, hein. Ils sont dans l'idée de prendre un marché et de le dominer le plus rapidement possible pour montrer qu'ils sont les plus performants sur ce domaine-là. Donc, je doute que si la loi n'intervient, enfin, à mon avis, si la loi n'est pas là, la régulation ne se fera pas entre eux. Est-ce que Grégory, tu souhaitais, c'est bon, réagir? Non, ça va? J'ai l'impression qu'on a perdu Grégory. J'ai Damien. Ah, d'accord. Il y a Damien Douany, puis après je poserai une question qui nous vient de quelqu'un qui nous écoute, de Thomas. Damien? Oui, Fadila. Merci pour ta patience. J'aimerais revenir sur la question de Fouzi, parce qu'en fait, on n'y a pas répondu. Et sa question est de savoir si aujourd'hui, quelle est la véracité des articles publiés par les IA et surtout, quelles sont les grands médias, pardon, qui les utilisent déjà. En fait, c'est une vieille histoire, l'histoire de la génération d'articles. Le Monde avait testé la génération d'articles il y a plusieurs années de cela pour une présidentielle. Je pense que ça doit être peut-être pour la... J'hésite entre la première de Macron ou la précédente. En fait, ils avaient utilisé un outil qui était rudiment d'IA, qui était un outil qui servait en fait à générer à la base des petites annonces pour des annonces immobilières. Et donc, ils avaient généré ça sur la base des résultats donnés officiellement par le ministère de l'Intérieur. Donc, en fait, quand le cercle de données, en fait, quand la base de données est très claire, alors en gros, quand c'est chiffré, donc pour faire simple, des votes, des résultats sportifs, des choses qui sont, vous voyez, qualifiables d'un point de vue factuel, eh bien, c'est facile de générer des articles. Et donc, ils l'avaient testé, ça leur avait permis de générer des milliers d'articles à la volée pour avoir des résultats qui permettaient de savoir si on voulait connaître les résultats dans son coin, eh bien, l'IA pouvait générer, l'algorithme plutôt, pouvait générer cet article-là. Donc, en fait, aujourd'hui, la question qui se pose, alors, le Guardian, donc journal de référence anglais, a sorti, il y a deux jours, je crois, un référent, un document de travail qui leur est interne, qui sont en fait la charte qu'ils sont en train de se mettre en place. Tout comme il y a 15 ans, les journaux mettaient en place des chartes de réseaux sociaux. Aujourd'hui, ils sont en train de mettre en place des chartes d'exploitation de l'IA. Donc le Guardian, et donc Fouzi et les autres, vous pourrez aller regarder si ça vous intéresse, donc a mis en place des règles précises d'utilisation de l'IA par rapport à ces journalistes et ces rédactions. Ce qui est intéressant à voir, c'est que finalement l'IA peut être un magnifique accélérateur pour tout ce qu'on appelle le data journalisme, c'est-à-dire en gros la capacité de prendre des données pour ensuite les croiser et faire apparaître des corrélations, des causalités et permettre des enquêtes. Ça, c'est assez intéressant parce que jusqu'à présent, il faut pas se mentir, les quelques journalistes qui faisaient du data journalisme, ils le faisaient avec leur Excel et leur bon sens. Donc ça, c'est assez intéressant de voir ça. Et puis un deuxième élément, moi, ma théorie, c'est de voir que tout comme vous avez aujourd'hui sur des paquets de nourriture, des pourcentages d'OGM présents dans la fabrication, eh bien, il ne m'étonnerait pas de voir apparaître des pourcentages d'IA ou d'humains dans la production de Un Nutri-Score. Non, c'est pas un Nutri-Score. Un Nutri-Score, c'est pour te dire si c'est bien ou mal. Autrement dit, si c'est gras, si c'est pas bon, si c'est bon. Là, je te parle bien d'un pourcentage d'OGM. Tu sais, moins de 0,9% d'OGM dans cette magnifique margarine. Mmh. Eh bien, on pourrait tout à fait imaginer demain d'avoir un pourcentage qui serait cet article n'a pas été écrit par une IA, mais a été écrit par un humain, ou cet article a été écrit par un humain sur la base d'une IA, ou a été écrit en collaboration entre un humain et une IA. Je suis convaincu qu'on va voir apparaître ça, ce qui permettra et peut-être que ce sera la loi qui l'obligera d'ailleurs, et ce qui permettra de discerner ce qui finalement a été écrit par ce que je qualifierais un artisan ou un professionnel, tout le monde du sujet, versus une génération automatique.
Alors c'est intéressant ce que tu dis, Damien, parce que ça rejoint aussi la réaction de Thomas qui nous disait, il dit alors je vais lire son tweet, hein. Il dit: «Donc si je comprends bien, les textes de loi existent déjà, peu importe si c'est un journaliste ou une IA qui a créé, le texte mis en cause. Normalement, il y a un rédacteur en chef, donc la responsabilité lui revient, IA ou pas IA». Et à la limite, peu importe en fait le pourcentage, de réalisation, on va dire, par l'IA. Je ne sais pas, on a l'impression quand même que, le sujet, n'est pas encore, n'est pas encore, on va dire, tranché sur ce point. Je ne sais pas si je réagis bien, à ton propos, Moi, Damien? j'ai une autre analogie, j'ai une autre question aussi, Fadila, c'est la territorialité du droit, dans le sens, aujourd'hui, on parle en tant qu'Europe, et bon, la Chine, aujourd'hui, ils n'ont pas du tout il n'y a pas de législation, je crois, en Chine, ou si c'est fermé ou ouvert, je ne sais plus trop. Mais nous, en tant qu'Européens, qu'est-ce qui se passe, puisque finalement, l'Internet est ouvert, qu'est-ce qui se passe si d'autres utilisent l'IA et que nous, on légifère? Le RGPD, c'était nos données. Est-ce que finalement, il va y avoir un droit voisin du RGPD sur l'IA? Comment ça va se passer sur la forme, en termes de territoire? Comment on va pouvoir, parce qu'il n'y a pas de législation mondiale, encore une fois. Je ne sais pas si ma question était simple. Dans le sens, aujourd'hui, l'IA qui intervient, les lois qu'on est encore en train de poser en Europe, comment elles vont s'imposer à ceux qui ne sont pas sur notre territoire? Alors là, je ne pense pas qu'aujourd'hui, on ait en fait, une réponse. Je ne sais pas si, Olivier Itanu ou maître Raphaël, Ouais, enfin les 2 maîtres que nous avons, ce c'est soir. Et puis, c'est- juste un petit mot, parce que, maître Raphaël Molina va devoir nous quitter et j'ai une dernière question, à lui poser, juste après. Ah, c'est René Coton, je crois, qui souhaite répondre alors? Est-ce qu'il y a un bug? Non, non, moi je suis prêt à dire un mot là-dessus. Ah d'accord, vas-y. Ouais, ouais. Bon, il y a des règles de droit international privé qui font qu'on détermine les règles applicables. Je vous en donne une qui est très claire et pour la France. C'est que, par exemple, en matière d'infraction pénale, l'IA peut très bien contribuer à l'infraction pénale ou euh, le, la loi française et le juge français s'estiment compétents à partir du moment où la victime a une nationalité française, par exemple. Quel que soit le lieu d'établissement de l'infraction et quelle que soit la nationalité ou la localisation des délinquants, des criminels. Le RGPD, le RGPD s'applique à tous ceux qui résident dans l'Union européenne et en conséquence de quoi, à partir du moment où il y a ce qu'on appelle le critère de destination, à partir du moment où on destine un service à l'Union européenne, normalement, le RGPD s'applique. Bon, après, c'est l'efficacité de la norme qui est un problème, parce que dans certains cas, il faut avoir la coopération judiciaire de l'État où se trouve où se trouve l'auteur d'un contenu qui pose problème, responsabilité, ou d'un problème de droit d'auteur, paternité, par exemple. Voilà. Mais les règles sont, pour prendre le cas du RGPD, sont par exemple assez claires. Et en matière pénale, c'est encore plus clair pour la France. Voilà. Alors, voilà, c'est des questions évidemment très complexes, mais on a des réponses a priori. Il J'ai y a 2 super points. compris, merci. Ouais, il y a 2 points que tu viens d'évoquer, et donc avant que Raphaël Molina nous quitte, justement dans la loi qui, vise à réguler, l'influence commerciale, il est, spécifié que 1, il y a une obligation de transparence lorsque, une silhouette ou un visage est produit par l'intelligence artificielle, et il y a également, tout le volet concernant les influenceurs qui sont installés à l'étranger. Parce ils ont pour obligation de nommer un représentant légal en France. Est-ce que c'est,
Raphaël Molina, est-ce que c'est lié, je vous pose la question juste au fait qu'ils parlent français, ils sont nés en France, on va dire, et que leur audience est française, ou est-ce que c'est une question de pourcentage? C'est une question que, à partir du moment où vous vous adressez notamment à un public français, je dis bien notamment, hein, vous devez d'appliquer la loi française, la loi influenceur. Et par conséquent, effectivement, cette loi fait que les influenceurs qui sont basés en dehors de l'Union européenne doivent nommer un représentant qui eux-mêmes sont dans l'Union européenne. Voilà. Donc l'idée, c'est quoi à travers ça? C'est que en fait, les marques qui veulent travailler avec les influenceurs devront obligatoirement contracter avec le représentant de l'influenceur, qui peut être leur agent. Et l'idée derrière ça, c'est de pouvoir appliquer le droit français de manière effective, en pouvant capter les partenaires qui travaillent avec l'influenceur et qui, eux, sont en France ou dans l'Union européenne. Et il faut savoir que l'IA Act prévoit exactement la même chose. C'est-à-dire d'un point de vue européen, il prévoit dans l'IA Act de demander à ce que si une entreprise qui propose de l'IA sur le sol européen n'est pas sur le sol européen, alors elle doit avoir un mandataire européen qui doit le représenter et du coup répondre du droit européen. D'accord. Bon, eh bien, dans tous les cas, merci beaucoup, maître Raphaël Molina, de nous avoir accordé, autant de temps. J'espère que, cet échange, dans ce space, un peu croisé avec plusieurs intervenants, différents angles de vue, vous a plu et vous a Oui, apporté quand même très aussi intéressant. quelques éléments de réflexion éventuellement? Très intéressant, notamment effectivement sur l'IA, qui est un sujet fondamental et sur lequel je pense que le droit va beaucoup, beaucoup, beaucoup évoluer dans les années à venir et ça sera très intéressant de voir quelle est la régulation qui devra s'appliquer parce que je pense sincèrement qu'il faut que ce soit régulé parce qu'aujourd'hui on est aux prémices de l'IA, mais je pense que voilà, il faut anticiper les problèmes d'ores et déjà et ne pas être trop à la remorque de cette technologie. Ouais, moi j'étais persuadée en fait dès le départ quand j'ai vu le projet de loi, qu'il manquait en fait le volet IA, mais en même temps, c'est un volet et vous savez, bon, bah, il faudra voir en fait le volet 2 de cette Oui. loi et je voulais aussi, saluer, 2 choses vous concernant. D'abord, cette semaine, j'ai vu que vous étiez intervenu sur le tweet de Benzema Ah oui, oui. parce qu'il avait Oui, oui, c'est un cas il d'école. n'avait pas Ouais, mentionné. ouais, C'est un cas d'école ouais, quand même. exactement. Mais Vous rappelez juste, la bah, situation bah, pour, oui. celles et ceux qui n'ont pas Bah, en vu? fait, c'est assez simple, c'est que c'était Karim Benzema, donc joueur de l'équipe de, enfin ex-joueur de l'équipe de France, qui a fait comment dire, qui a promu Dubaï en fait, et notamment aussi un jeu concours pour partir en voyage à Dubaï, et qui en a fait la promotion sur les réseaux sociaux, mais sans indiquer le caractère commercial de la publication. Et donc on sait très bien que évidemment il a un public français, Benzema, du fait qu'il est français, qu'il c'est un ex-joueur de l'équipe de France, qui est très populaire, et qu'en plus de ça, le jeu concours s'adressait notamment aux Français, ce qui était marqué dans les conditions générales justement de vente et du concours. Donc bon voilà, en gros, il aurait dû le marquer, à mon sens. J'ai été rejoint par Arthur Delaporte sur le sujet, et je pense que voilà, c'est typiquement le genre de cas qui va se produire et qui est très intéressant parce qu'en fait, comment dire, des personnes qui ne sont pas des influenceurs professionnels comme Benzema peuvent tomber sous le coup de la loi influenceur. Donc ça veut dire que vraiment le champ d'application de la loi est très large et qui ne concerne pas simplement que les influenceurs qui font ça toute la journée, en fait, les créateurs de contenu, mais aussi des personnes qui pratiquent de manière périodique l'influence marketing. Alors, ce qui est assez marrant, c'est qu'on a vu aussi Lena Situation faire une sorte d'excès, on va dire, de prudence en mettant les hashtags, etc., pour bien indiquer que, bon, voilà, elle en a fait un peu des caisses. Donc, on voit bien que l'annonce de la loi a un peu produit un effet, un peu coup de semonce, Oui, en oui. tout cas. Après, Lena Situation, moi j'avais regardé les posts, je sais pas lesquels vous avez regardé,
Moi, je trouvais qu'au contraire, elle était vraiment, elle respectait à la lettre le texte. Alors, depuis le début, mais là, elle a fait des espèces j'ai vu une ou deux stories qui étaient un peu, on va dire, qui auraient pu être tangentes, et elle s'en serait très bien sortie si jamais ça passait au tribunal, mais elle a voulu vraiment jouer peut-être le rôle modèle, d'ailleurs, ce qui est aussi un peu le rôle des leaders. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, on a une dernière question quand même, parce qu'on sait que dans tout ça, nous, on n'en a pas parlé parce que ce n'était pas l'objet de ce space. Mais une personne se demande aujourd'hui, elle est très en colère parce qu'elle se dit, mais c'est Vivi qui nous dit, mais quand est-ce que ça sera appliqué? Quand est-ce que les influvoleurs seront condamnés? Ouais, alors moi, de ce que j'en ai déjà parlé sur Twitter, mais c'est vrai que je l'assiste, j'ai vraiment, très régulièrement en ce moment, c'est, des personnes qui sont contrôlées par la DGCCRF. Je le vois dans le cadre de mon activité, il y a beaucoup plus de contrôle qu'avant. Ça, c'est clair, et je pense qu'il va y en avoir de plus en plus. Alors après, est-ce que, la DGCCRF va assez loin quand, elle prononce simplement des injonctions de, se conformer aux règles? Ça, bah, c'est une question qui se pose, hein, et on peut légitimement se la poser. Est-ce qu'il ne faudrait pas des sanctions, pénales? Est-ce qu'il ne faudrait pas être plus dur? Mais à la fois, je suis persuadé que le fait de montrer sur son profil, Instagram, l'injonction comme, ce que demande la DGCCRF quasiment systématiquement, c'est-à-dire d'afficher, pendant 30 jours, le fait que la personne a été soumise à un contrôle, de la DGCCRF et que, s'est révélé qu'il y avait des anomalies, pour leur réputation, c'est catastrophique, hein, il faut le savoir. Donc, c'est pas une sanction, en tant que telle, mais, c'est vraiment du name and shame, avec, toutes les conséquences que ça a, au niveau de leur réputation. Donc en soi, pour moi, c'est une sanction. D'accord. Bon, en tout cas, c'est une affaire à suivre parce qu'on nous avait annoncé la liste de 50 influenceurs et je crois qu'il n'y a que 5 noms qui sont Ouais. tombés Ouais, actuellement. mais je pense qu'il y en aura beaucoup plus. Enfin, même j'en suis persuadé que c'est le début d'une liste. Voilà, le début D'accord. d'une liste et que, en plus de ça, il me semble que les 15 agents qui devaient être mobilisés par Bercy ne le sont même pas encore et qui doivent l'être en septembre. Donc ça veut dire que, voilà, et en plus de ça, les plateformes devront maintenant, retirer, les contenus qui seront, jugés illégaux par l'administration, dès que l'administration leur en feront injonction, et pareil pour, les fameux signaleurs de confiance qui auront la possibilité désormais de signaler, les plateformes face à un contenu, considéré comme illégal, et les plateformes devront y répondre de manière prioritaire, voilà, par rapport à des signalements classiques. OK. Ben, merci beaucoup et sachez que pour notre audience, ce n'est évidemment pas une étude, scientifique, ni un sondage, sur un nombre de personnes, je dirais assez représentatif, mais enfin dans l'audience, la majorité, 70 estiment aujourd'hui que la régulation un peu made in France, portée par la France, est une opportunité. Je vous dis à très bientôt, surtout qu'en plus on peut, vous solliciter sur, Twitter notamment pour, vous donner une URL à étudier, Oui, tout à fait. vous avez fait cet appel récemment. J'essaie justement, j'encourage les gens à m'envoyer mais alors toujours avec le lien, parce que sinon, si on me donne juste le nom d'une personne, j'ai pas le temps d'aller regarder, d'éplucher, etc. Mais oui, moi, je suis toujours intéressé par voir quelles sont les nouvelles évolutions et quels sont les nouveaux moyens de contournement des influenceurs face au texte de loi. Et généralement, il y a des choses qui sont très créatives, euh, notamment en ce moment. Donc voilà, c'est très intéressant à suivre. Très bien, merci. J'invite, Vivi parce qu'elle avait plusieurs, questions. Enfin, la personne, parce que finalement, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, à vous poser directement, sur Twitter vos questions. Vous êtes super réactif et disponible, Oui, il n'y a pas de problème. voilà. C'est beaucoup plus simple parce qu'il y avait 3-4 questions, donc on ne pouvait pas et je vous remercie. Je vous souhaite une, excellente, fin de soirée. Bonne soirée, À bonne soirée bientôt. à tous. Merci de l'invitation. Merci. Merci. Alors, nous avons perdu entre-temps, Olivier, Iteanu.
Voilà. Est-ce que René est revenu? Moi, je voudrais éventuellement clôturer cet échange. Évidemment, il y a énormément de choses encore à dire. C'était un premier volet, c'est vrai, de traiter de la régulation, c'est pas le truc le plus sexy. Mais il y a plusieurs sujets qu'on va traiter ultérieurement. Je sais pas, Grégory, c'était ta première expérience Twitter Space, ça va? Je suis toujours là, je ne suis pas mort. Ma batterie portable a pris un sacré coup dans la tronche, mais sinon tout va bien. Très bien. Eh bien, j'allais te demander de nous donner un petit mot de fin, mais il y a Boulette qui est... Bonsoir Boulette, qui a demandé à parler. Oui, Bonsoir. bonsoir Fadila, bonsoir tout le monde. Je suis désolée, je suis arrivée un peu en retard. Donc moi Mais j'avais plusieurs avec plaisir. oui, j'avais plusieurs questions, mais je sais pas si vous avez déjà je vais plutôt poser celle-là, comme ça au moins, à moins que vous puissiez répondre à toutes mes questions. Alors s'il y a plusieurs formes d'intelligence artificielle déjà, si oui et quelle différence il peut y avoir? Et une autre question aussi par rapport, à la justice. Est-ce que, les juges, pourraient enfin, l'intelligence artificielle, pardon, elle pourrait évaluer des affaires, de justice, enfin judiciaire, mieux qu'un juge, par exemple? Ça, c'est des questions que je me pose. Alors, je vais pouvoir déjà répondre sur la partie différents modèles d'intelligence qui existent. Alors, on parle déjà des intelligences génératives. Les intelligences artificielles génératives sont des intelligences qui vont générer quelque chose. Ça peut être du texte, ça peut être de l'image, ça peut être de l'audio. Et il y a beaucoup de travail sur la vidéo actuellement, même si on en est aux prémices. Après, il y a plein d'autres IA qui existent, des IA qui vont permettre de faire d'améliorer la reconnaissance faciale pour détecter des personnes dans la rue, par exemple. Il y a des IA qui permettent de détecter des comportements qui, elles, ne sont pas des IA génératives, mais qui sont des IA qui vont travailler sur d'autres types de modèles. Et il y a l'IA que tout le monde essaye d'atteindre, qui est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle générale, qui serait une intelligence artificielle qui répondrait à tous les critères, c'est-à-dire une intelligence artificielle qui pourrait générer du texte, qui pourrait générer du son, par exemple aussi, mais qui pourrait avoir des sentiments, qui pourrait avoir une réflexion poussée, ce que l'on est loin d'avoir aujourd'hui dans les intelligences artificielles. Hein. Les intelligences artificielles génératives n'ont pas d'émotion, n'ont pas de réflexion en elles-mêmes. Ce sont des intelligences qui reposent sur des algorithmes qui ont été, sur des statistiques comme on l'a déjà dit, et en fait elles vont générer du texte en fonction de la possibilité qu'un mot apparaisse à tel endroit, si je veux simplifier par exemple sur la génération de texte. Maintenant, est-ce que l'on peut transposer des IA pour aider à rendre des jugements? Je ne doute pas qu'un jour il y aura des tests quelque part dans le monde. Je doute pas que ça soit en France en premier, parce qu'on est on ne veut pas laisser la justice dans la main de n'importe qui. Maintenant, ça va être difficile à mes yeux aujourd'hui de faire accepter à la population que l'on repose sur une intelligence artificielle pour rendre justice. René, j'ai une mauvaise nouvelle. Ça existe déjà en Estonie pour des tout petits délits ou des trucs voilà. on va dire à la conduite. Donc on a déjà ça en place. En soi, l'intelligence artificielle va pouvoir se baser sur les informations de l'infraction, se baser sur le code de la loi, avoir ingéré toutes ces informations et en ressortir un jugement. Je ne doute pas qu'un modèle puisse faire ça. Ça, c'est pas une problématique technique aujourd'hui. Maintenant, l'Estonie a pris les devants, visiblement. Est-ce que les autres pays le feront? Est-ce que la France acceptera ce genre de choses? Ça, c'est autre chose. C'est un petit test, mais réfléchissons-y. C'est pas une IA, hein, mais tout simplement tout ce qui est, on va dire, PV, tu sais, pour excès de vitesse, quand tu te fais flasher. La contravention était mise par un truc qui est une machine à qui on a donné un nom, enfin en tout cas une existence légale. Certains, je pense, à une époque ont tenté de le contester, mais ça existe déjà, une forme d'automatisation de la procédure.
C'est une chose, à mes yeux, c'est une chose d'automatiser la procédure, c'en est une autre d'analyser le contexte et d'analyser, enfin, d'écouter des témoignages Bien sûr, bien sûr. des avocats et tout ça. Donc oui, après, je sais très bien que lorsqu'on commence des petites expérimentations, c'est toujours le moyen de mettre le doigt dans l'engrenage. Et vu qu'on a réussi à faire ça sur les PV, alors peut-être qu'on pourrait le faire aussi sur cette partie-là. Et au fur et à mesure, le champ d'application s'élargit. Maintenant, on revient à la problématique de est-ce qu'on acceptera, nous en tant qu'être humain, nous en tant qu'Européens, nous en tant que Français, que ce soit une machine qui décide de rendre un jugement et que ça ne soit pas des humains. Ça, c'est un autre volet. Question qu'on se pose parce que c'est vrai que l'intelligence artificielle avance très vite et on nous impose beaucoup de choses, parfois donc voilà. En tout cas, merci Fadila de m'avoir laissé la parole et merci Monsieur Coton et merci Eric Kao d'avoir répondu à mes questions. Bonne soirée à Merci. tous. Merci. C'est toujours une question. Merci. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais s'il n'y a pas d'autres questions, je vais mettre fin à ce premier échange. Je pense que je vais en faire d'autres si ça vous a plu. N'hésitez pas à faire des commentaires, des remontées pour celles et ceux qui ont écouté. Voilà, pour dire si c'était assez clair, parce que c'est vrai que par moment, il y avait peut-être des acronymes, quelques termes un petit peu techniques. On a essayé d'être pédagogique. J'espère que, en tout cas, ça vous avez appris des choses. Ça vous a ouvert. Alors, et puis toutes celles et ceux qui m'ont accompagné. Et Nikao, ça a été? Oui, oui, oui. Ça va. Tout le monde s'est pas barré, on s'est un peu marré, on a eu des vraies infos. Oui, c'était intéressant, effectivement. Puis on a eu de belles surprises aussi. Farid Darab. Farid, es-tu toujours parmi nous? Oui, je suis là. Ça va? Très bien. Un petit Écoute, mot moi, de je suis fin? très Tout va bien? content de retrouver un peu ce petit côté clubhouse des premières soirées assez Enfin, le sympas. vrai mot, enfin. De retrouver enfin de l'intellect, je vais dire, de l'intelligence même humaine, ou en Oui, tout mais cas c'est parce que de t'es un trouver faillot, ça, c'est moche. Non, c'est pas ça. Non, c'est parce que tout simplement, j'aime beaucoup. Enfin, je pense que comme beaucoup, Clubhouse a marché à une époque parce que c'était un moment. Alors, bon, il y avait eu le Covid, le confinement, et ainsi de suite, mais c'était aussi un moment où les gens qui aimaient l'économie de la connaissance s'étaient retrouvés. Et il est très difficile, même sur Paris, pour moi qui est sur Paris, de retrouver des lieux tout simplement où on échange de la connaissance, je vais le dire vulgairement, gratuitement, comme Et si on peut se poser des aujourd'hui la questions en plus. connaissance. Oui, c'est ça. Et en plus, si tu veux, il est très rare d'avoir des vrais agora parce qu'aujourd'hui, toute chose a été marchandisée. Et donc, à chaque fois qu'aujourd'hui, il doit y avoir quelque chose, ça doit être payant dans un événement, ou ainsi de suite. Et là, c'est vraiment du give back. Et donc, je trouve ça super intéressant d'avoir des retours des gens et de construire ensemble une pensée et d'avancer. Donc, super, Fadila. Ah merci. Il faudra venir continuer aussi à m'encourager parce que je pense que je vais relancer toute une série, mais ce qui est surtout intéressant, c'est pas simplement d'avoir un coach, mais d'avoir aussi de se nourrir en fait de l'intervention de différentes personnes qui peuvent enrichir aussi le débat. Grégory, il me semble que tu as des problèmes de batterie, mais est-ce que tu as suffisamment de batterie pour nous dire un dernier mot? Eh ben, il m'en reste suffisamment encore. Oui, c'est très intéressant. J'aime bien. Je reprends tout à fait ce qu'a dit Farid. C'est intéressant de pouvoir échanger de façon structurée mais informelle avec des personnes qui ont cette volonté d'échanger. Donc, j'ai beaucoup appris de trucs ce soir. Comme d'habitude, je crois que j'ai un tout petit peu plus de questions dans la tête en partant qu'en arrivant, mais bon, au Ça fil. veut dire qu'il y aura un nouveau numéro, Grégory. C'est ça qui est bien. À m'habituer, c'est bon. Voilà, moi j'espère aussi m'améliorer de façon à permettre à ce qu'il y ait un peu plus d'intervenants, de personnes comme Boulette qui viennent poser en fait des questions. Et puis on a eu 2-3
qui ont posé des questions plutôt par écrit. Merci à eux, merci Boulette d'être venue, parce que l'idée c'était pas uniquement qu'on échange nous en tant qu'experts, mais de pouvoir justement aussi vulgariser, faire un peu de pédagogie, et puis essayer aussi d'être un peu dans la prospective, dans des questions pour demain. Voilà. Je vais passer le micro maintenant à René Coton, puisque Raphaël Molina nous a quittés avec un impératif, et donc il nous reste plus qu'un seul il avait invité. un impératif, il n'est pas mort. Comment? Tu nous dis, il nous a quitté, il a quitté la room. Enfin, je sais pas. Oui, il a quitté. Tu nous fais peur à cette heure-ci, là. Non. Alors, René Coton, ça va? Ça a été? Puisque c'était quand je t'ai invité, je t'ai dit que je t'invitais à une expérience sur Twitter Space. Moi, ça va très bien. J'ai passé un très bon moment et les échanges étaient très intéressants. J'avais l'habitude de faire cet exercice-là en podcast. C'est la première fois que je le fais sur Twitter Space, mais ça m'a bien plu aussi et j'ai passé un bon moment. Et je rejoins l'analyse sur le fait que j'aime bien ces échanges où on peut parler de façon structurée, de façon posée aussi, où tout le monde parle chacun son tour sans se couper. C'était très intéressant d'échanger sur tous ces sujets avec vous. Voilà, donc on a 2 auditeurs pour le prochain numéro. Hein. Voilà. Alors, je fais un teasing, même si beaucoup de personnes sont parties, mais alors c'est un peu exceptionnel. Moi, je vais essayer de conserver le créneau du mardi 21h, mais bon, comme je relance un petit peu la mécanique, hein, on va aussi s'adapter aussi aux invités. Et Quentin Adam, qui a donc écrit une tribune récemment en faisant appel à un business act. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est, vous saurez tout. Jeudi à 14h, donc c'est quand même un des grands fleurons du cloud français, et qui va nous parler en fait de ce qu'il pense justement de comment on peut soutenir cette industrie du logiciel en France. Il a une voix, il a un avis, et on va dire qu'il parle assez cash, et c'est ça qu'on aime bien. Il parle très cash. C'est génial. J'allais prendre la parole sur ça parce que je connais Quentin, j'ai eu l'occasion de le rencontrer plusieurs fois et de discuter avec lui. Et je conseille à ceux qui le connaissent pas de venir l'écouter parce que c'est quelqu'un qui est très intéressant et qui ne mâche pas ses mots, tout à fait. Ouais. Eh ben, écoute, tu es le bienvenu. Ça sera jeudi à 14h. Je vais lancer l'invitation dès demain. D'accord. Eh bien, sinon, voilà, à tous, je vous remercie. Je remercie toutes celles et ceux qui nous ont écoutés, qui ont posé des questions, qui ont enrichi aussi ce débat. Merci à tous les copains et compères, je dirais, de Réenchanter Internet, avec qui on va faire aussi une émission sur l'intelligence artificielle jeudi 29 mai. Là aussi, c'est avec Alexandre Pachuski, où on va traiter de l'intelligence artificielle et la créativité. Donc, on en a parlé un peu ce soir, mais là, on va aller on va parler que de ça pendant 1 heure. Ça va être aussi extra. Voilà. Pour cela, il faudra me suivre, ou suivre aussi le compte Réenchanté. Là, c'est des émissions en live vidéo. C'est pas du tout la même chose que sur Twitter Space. Bien, écoutez, à très bientôt. Je vous souhaite une super belle soirée. Prenez soin de vous. Bye bye. Merci d'avoir écouté Fadi Live. Votre soutien signifie beaucoup pour nous. Retrouvez tous les épisodes sur vos plateformes audio préférées et sur YouTube. Pour ne rien manquer des prochains débats et des exclusivités, suivez-moi sur les médias sociaux. Consultez la bio pour toutes les informations. À très vite dans Fadi Live pour de nouveaux débats stratégiques.